est-ce qu'il est légitime qu'un mec qui a 1% bloque la boîte alors que la boîte a plus d'activité, qu'elle vend plus rien et qu'en plus de ça, elle ne paie pas ses factures. Souvent ça, en fait, le nerf de la guerre, c'est-à-dire argent, délai et prestations. C'est les 3 trucs qu'il faut regarder, indiquer généralement pour le client qu'il est astreint à une obligation de collaboration. Quand on travaille sur le pacte d'associés, les questions qu'un conseil va être en mesure de poser, moi ça m'est arrivé de me dire, je n'envisageais même pas le fait que ce soit une possibilité. Sujet, c'est pacte d'associés. Donc, moi, comme tu le sais, avec Bulldozer, donc jusqu'à maintenant, pas de société Bulldozer. Bonne croissance, etc. Au début, on s'était dit, on va faire. En fait, le truc, c'est que au début, on s'était dit, on va lancer l'activité, et puis ça va être un complément de notre activité, avec Enguerrand, que tu connais. Et puis en fait, là, on se rend compte quand même que ça vaut le coup de structurer les choses, d'avoir une vraie entité juridique, etc. Mais du coup, se pose la question de le pacte d'associés. Parce que du coup, on en parlait juste avant, mais donc The Family, qui est une boîte que tu connais, ils ont quand même bien... à l'époque où du coup, ils donnaient beaucoup de conseils aux startups, etc., un des conseils qui revenaient souvent, c'était faites un putain de pacte d'associés. Et même après avoir donné ces conseils, etc., les gens ont pu voir l'importance du pacte d'associés au moment où les cofondateurs se sont séparés, puisqu'on a vu qu'il y avait du conflit, tribunal, etc., etc. Et d'ailleurs, je pense qu'ils en avaient un très bien et que là, pour le coup, les embrouilles qu'ils ont eues dépassent totalement le cadre de ce truc-là. Et puis moi, donc avant, je bossais dans une boîte qui s'appelle Germinal, qui a aussi eu quelques conflits associés. Là, on est clairement sur le sujet du pacte d'associés. Il y a eu quelques éléments sur le pacte d'associés qui n'étaient pas très clean. Donc nous, on se pose la question. Voilà, on est 3 cofondateurs. Donc il y a Enguerrand, Léa et moi. Et on se dit, OK, il va falloir qu'on pense au pacte d'associés. Et le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut protéger la relation. Ça, là, par contre, je vais te laisser corriger. Comment est-ce qu'on peut... Je te laisse parler parce qu'en fait, ce qui m'amuse, c'est que tu as déjà un réflexe qui peut être, pas évité, mais en tout cas qui peut être d'abord suggéré à travers ce qu'on appelle les statuts. Parce qu'effectivement, ce qui paraît être essentiel à ton regard, c'est ce qu'on appelle effectivement un pacte d'associés. Or, tu oublies de le mentionner dès le départ, on a aussi un premier pare-feu que sont les statuts. Ouais. Alors, je sais que par exemple, avec Bulldozer, toi, tu as fait le choix de lancer une SAS. Ouais. Voilà, qui se forme d'une holding avec des associés qui ont du coup, si je comprends bien, que des entités juridiques qui ne sont pas en propre, qui sont du coup des sociétés. Or, ce que tu peux déjà te poser comme question, c'est de savoir quelle est la place des statuts au sein de nos sociétés, plutôt que franchir les étapes qui sont les suivantes, savoir est-ce qu'il est nécessaire ou pas de faire un pacte. En gros, je dis ça parce que si tu veux, tu as différentes sociétés, notamment par exemple les SARL, que tu connais, j'imagine, qui sont des sociétés qui sont déjà, on va dire, vachement verrouillées. Quand je dis verrouillé, si tu veux, on a un code du commerce, on a un code qui est plutôt bien fait pour ces boîtes-là. Et l'idée étant, c'est que même si l'associé de cette boîte-là n'a pas forcément prévu à l'avance les dangers que peut rencontrer la société, ou lui en tant qu'associé, il a pour avantage, si tu veux, de pouvoir se reposer sur la loi, puisque la loi a en fait, si tu veux, mis en place dès le départ des règles à respecter quand tu rédiges les statuts. Et donc, tu vas avoir des statuts qui sont déjà, on va dire, vulgairement bien faits, puisqu'ils prévoient à l'avance quelles seront les règles de répartition de capital, quelles seront les règles de répartition de vote, quels seront éventuellement aussi les organes qui vont contrôler la société et qui vont pouvoir permettre d'éviter à l'avenir, on en reviendra plus tard, mais à l'avenir, parce que c'est souvent ça le problème, c'est pas forcément ab initio, mais c'est genre plus tard, les problèmes que rencontre une société ou même des associés. Donc, je disais ça à l'instant. Maintenant, voilà, là où tu as effectivement raison, c'est qu'on a un autre sujet que sont les SAS, qui sont pour le coup un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est des sociétés qui, elles, ont été créées pour un sujet de souplesse. L'idée c'est que vraiment l'associé, ou même en général la société, se constitue avec l'idée que les associés ont un petit peu carte blanche pour créer leur boîte. Et c'est là justement que deux questions se posent, à savoir comment rédiger les statuts, premièrement, et ensuite, comment envisager éventuellement, de manière peut-être même confidentielle, c'est-à-dire ça aussi sous l'intérêt d'un pacte d'associés, comment envisager des petits accords, on va dire, entre associés ou avec tout le monde pour effectivement, en plus des statuts, avoir un peu une solution permettant à l'avenir, on va dire, d'éviter les problèmes. Ok, il y a déjà des choses à dire sur ce truc. Il y a beaucoup d'éléments, La SARL, ce que tu es en train de dire, je caricature un petit peu, mais en gros, ce que tu voulais dire par rapport au statut de la SARL, c'est qu'il y a un peu des modèles déjà préfaits
C'est un peu ça le truc. Alors, c'est des modèles, et ça va même, si tu veux, un peu plus loin. L'idée, c'est quand même qu'au-delà des modèles, on a en fait, si tu veux, tout un corps de texte. C'est souvent la loi qui vient le préciser, et tu as aussi parfois le règlement. Je suis un peu juridique dans mes réponses, mais c'est ça en fait l'idée. C'est vraiment, tu vas avoir des obligations quand tu vas rédiger les statuts. Donc, on en vient à ce que tu dis, ça peut être un peu des modèles finalement, parce qu'en fin de compte, tu as tellement de règles qui viennent suppléer l'envie des parties que pour respecter ces règles-là, il faut en fin de compte avoir presque un template propre au SARL. Ok, ce qui n'est pas le cas de la SAS. Ce qui n'est pas le cas de la SAS, tu veux, c'est beaucoup plus libre. C'est beaucoup plus libre, D'accord. que ça soit en termes, je disais tout à l'heure, répartition de capital, droit de vote, sortie des associés. Tout ça, c'est vraiment beaucoup plus malléable. C'est un peu, voilà, encore une fois, pour, si tu veux, réagir à ce qu'on voyait en droit anglo-saxon, par exemple, avec des statuts qui étaient très, très, très libres, des lois qui étaient beaucoup moins contraignantes. Et voilà, on se plaignait un petit peu d'avoir un régime trop renforcé avec les SARL ou, par exemple, d'autres sociétés qui sont beaucoup plus intimistes pour le coup. Et voilà, on a voulu offrir à la fois aux associés, mais à la fois de manière générale aux entreprises, des moyens d'avoir des sociétés voilà, moins contraignantes, plus souples. Ok, mais du coup, est-ce que ce que ça veut dire, c'est par exemple, le pacte d'associés, il est beaucoup moins important, ou c'est beaucoup moins, c'est pas vraiment nécessaire d'en faire un dans le cadre d'une SARL, là où par contre ça a une importance fondamentale dans la SAS. C'est exactement ça, à la différence près que l'idée quand tu vas faire par exemple un pacte d'associés dans une SARL, ça va plus être pour mettre en place des règles de direction d'entreprise. Souvent on va, si tu veux, tout à l'heure j'ai employé un mot qui est pas du tout un mot anodin, qui est un mot même très important, qui est le côté confidentiel. L'aspect confidentiel, il est davantage propre à une SAS par exemple. En fait, si tu veux, par exemple, si tu veux... Parce que les statuts peuvent être publics. Exactement, ils le sont d'ailleurs, c'est obligatoire. Oui. Ouais. Par exemple, tu fais une SARL et ou une SAS, tu vas devoir publier ce qu'on appelle au greffe du TECOM, tribunal de commerce, selon la ville où tu es situé. Et c'est un document qui est public. Moi, demain, je veux t'attaquer sur une disposition de tes statuts, je peux y accéder, soit en tant qu'associé, soit en tant que tiers, par exemple. Si, par exemple, il y a un exemple très précis, hein. Demain, il y a une décision qui est prise par celui qui s'appelle le DG dans une boîte. Moi, en tant que tiers, si je considère que la décision a été prise par un faux DG, je peux vérifier, par exemple, les statuts pour vérifier si c'est bien toi, Jordan, qui est le DG de la boîte. C'est quand même important. Et j'en reviens à mon exemple. Quand tu as, par exemple, la SAS, tu vas pouvoir créer justement ce pacte d'associés en catimini, parfois, pour avoir, si tu veux, un accord entre des associés qui ne sont même pas forcément au courant pour les autres. Ça va être par exemple des règles de répartition de vote, je disais tout à l'heure, ou des règles de répartition de pouvoir. Donc, alors un exemple qui est super intéressant, je ne sais pas si tu en as un peu connaissance, ce qu'on appelle les conventions de vote. Non. Alors c'est un sujet qui est très sensible, puisqu'on va avoir en opposition deux intérêts. L'intérêt de la société, c'est normalement censé être l'intérêt qui prime. Tu sais, quand tu définis un petit peu une société, on te dit que l'objet social, c'est ce qui va vraiment animer toute la force d'activité d'une société. Ouais. Donc toutes les décisions qui sont prises, c'est en lien avec ce objet social-là. Alors que tu peux avoir, de manière officielle ou officieuse, des envies qui peuvent différer selon ce que veut la société et ce que veut un associé. Je peux être vulgaire quand je dis ça, mais l'associé peut avoir peut-être un intérêt juste financier ou un intérêt de pouvoir qui ne coïncide pas avec une décision qui va être prise à l'échelle de la société. Et donc là, je veux en venir, si tu veux, c'est qu'on a ce sujet qui est très sensible et pourtant très intéressant, à savoir, est-ce qu'on peut, par un pacte d'associés, mettre en place à l'avance, entre associés, une obligation de voter dans un sens ou dans un autre. L'exemple tout bête, c'est je mets en place dès le départ le fait que tu vas devoir toujours voter oui aux décisions qui votent le budget à la fin de l'année, pour la répartition des dividendes ou du capital. Donc en fait, c'est la question de savoir est-ce que ces conventions qui sont censées être privées peuvent, en fin de compte, dépasser l'intérêt de la société. Et ça, je ne sais pas si je réponds pas les étapes, mais je te réponds un petit peu que non, parce que l'idée quand même, c'est que même si on a un pacte entre associés, qui peut être confidentiel, le fait est qu'il faut quand même toujours faire primer un intérêt qui est supérieur, qui est celui de la société. D'accord. Et ça, j'imagine aussi que le fait de se faire accompagner par un avocat permet justement aussi de s'assurer de ces choses-là. D'être bien conseillé, ouais, là-dessus, c'est essentiel. Alors, je sais que maintenant, l'avantage, et pour le coup, je ne suis pas du tout à conspuer ce que je trouve maintenant sur Internet. C'est-à-dire que je suis le premier, non pas à défendre non plus et faire du zèle, mais à considérer que le travail proposé par des boîtes comme Legal Place, je ne peux pas les citer, mais que tu connais, j'imagine, c'est en fin de compte le seul exemple de domaine juridique dans lequel je considère que les conseils ne sont pas si mauvais. Après, ce n'est pas une question d'avoir un bon conseil ou un mauvais conseil, c'est plutôt d'avoir un conseil sur mesure. C'est pas, encore une fois, je ne défends pas ma paroisse, mais l'idée c'est ça en fait, c'est que
tu auras toujours des réponses qui sont juridiquement valables sur Internet, mais en revanche, avoir une sorte comment dire, de travail un petit peu sur mesure, c'est généralement possible que par avec un avocat. Alors, ça a un coût, évidemment, mais quand, par exemple, tu fais des réunions qui peuvent être parfois un peu chronophages, un peu longues avec tes associés, avec un avocat pour savoir qu'est-ce que va être la société, ça a son intérêt, puisqu'encore une fois, il y a tellement de 100%. possibilités, franchement, Oui, et je puis en recommande. fait, bon, tu vois, parce que nous, on a commencé ce travail-là, et moi qui suis absolument pas. Enfin, le sujet juridique, je suis mais un bébé. Vraiment, je connais rien. Et donc, il y a des questions qui ont été posées. Mhm. Tu vois, quand on travaille sur le pacte d'associés, les questions qu'un conseil va être en mesure de poser, et ben, moi, ça m'est arrivé de me dire, je n'envisageais même pas le fait que ce soit une possibilité. C'est vraiment. C'est un peu, si tu, je te coupe, mais c'est un peu, tu vois, Minority Report, c'est un peu ça. L'idée, c'est vraiment de prévoir à l'avance ce que va être les problèmes futurs. Encore une fois, je finis juste là-dessus, mais ce qui est marrant, c'est que moi, là-dessus, pour l'instant, j'interviens sur des questions qui sont davantage liées à une opération de conseil. Quand tu fais par exemple un pacte d'associés, tu vas venir conseiller la société. Alors qu'en vérité, moi, j'ai un profil, en tant qu'avocat, je préfère le préciser dès le départ, qui est davantage contentieux. Donc en fait, moi, j'ai déjà le regard d'après, hein. J'ai le regard qui vient te montrer qu'il y a un problème. Donc mon Tu travail, connais mes problèmes. voilà, c'est ça. Et en fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu ce côté un peu, comme on dit Janus, quoi, deux têtes. C'est-à-dire comprendre ce qui va être le problème futur, mais aussi avoir aussi un profil contentieux, c'est-à-dire traiter couramment et aller au tribunal pour savoir quels sont, en fin de compte, les points sur lesquels un tribunal, un magistrat, va regarder et va dire, tiens, cette clause-là ne me plaît pas, effectivement, vous auriez dû rédiger différemment. Donc, c'est important. Ok, bon déjà, tu vois, il y a un point qui est important, c'est que moi, de mon côté, je ne savais pas que les statuts de la société avaient une importance aussi grande dans le fait de définir déjà de base des éléments de relation entre les associés. Ok. Pour moi, tu vois, le pacte d'associés, c'était l'élément qui régit cette partie-là, et les statuts, c'est vraiment ce qui va régir l'activité même de la société, mais vraiment l'activité d'un point de vue, je sais pas, commercial, tu vois, l'objet, voilà. Mais du coup, enfin, c'est vrai que de mon côté, j'envisageais pas du tout le fait que le statut puisse déjà commencer à. Bah parce que en fait, déjà, ce qu'il faut que tu comprennes absolument, c'est que avoir un pacte d'associés, c'est un supplément, c'est pas une obligation du tout. Ouais. C'est qu'en fin de compte, tu peux très bien avoir une société qui vit totalement pendant même parfois 100 ans, mettons, dans un monde idéal, et qui n'a pas besoin d'avoir de règles supplémentaires pour pouvoir régir ses rapports entre associés. L'idée quand même, c'est ça, c'est qu'en fin de compte, quand tu fais des statuts, tout ce que tu inclus dans un pacte d'associés, tu peux le faire dans les statuts directement. La particularité, c'est que quand tu fais un pacte d'associés, tu peux faire le choix de le faire entre certains associés. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'idée, c'est deux choses, confidentialité et réunir non pas tous les associés, mais certains. C'est pas une obligation, mais c'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est la particularité. Quand tu as un pacte d'associés, excuse-moi, quand tu as les statuts, désolé, ça régit les rapports. Effectivement, tu l'as raison, l'objet social, le nom de la société, la durée qu'elle va avoir, si tant est qu'elle en ait une. Mais ça va aussi régir dès le départ les rapports entre associés, mais entre tout associés, pas entre certains ou alors des petites combinaisons de deux, Ouais. trois. Donc c'est Ouais. ça vraiment on va dire, qui différencie. Tu vois, sur le côté, c'est un petit supplément, le pacte d'associés. Du coup, ça m'a fait penser au contrat de mariage. Ouais, Parce que absolument. tu vois, en fait, dans. C'est exactement ça. Tu vois, en fait, C'est exactement ça. quand tu te Ouais, ouais. maries, il y a un contrat qui est là, qui est déjà prévu. C'est les statuts. Absolument. Les statuts, Et c'est la après, tu loi, peux exactement. ajouter le contrat de mariage, et c'est le pacte d'associés. C'est absolument ça. La différence, quand même, c'est que quand tu es dans un mariage, tu es deux, et quand tu es dans tes contrats de mariage, Bien tu es sûr. deux également. Là, encore une fois, je voulais vraiment insister là-dessus, c'est que tu peux vraiment avoir des accords, même Oui, oui, oui. multiples d'ailleurs, tu vois, entre. Totalement. C'est la particularité, Ouais, en ouais, effet. ouais. Ok, rentrons dans le pacte d'associés. Ok. Donc, pacte d'associés, c'est quoi, toi, tu conseilles que les associés, ce soit quoi les premières questions qui se posent? Bah, en fait, déjà, il faut qu'ils comprennent, comment dire, on va dire vraiment l'objet de leur démarche. Quel est leur but quand ils veulent faire un pacte? Et le but, il est en fin de compte assez clair. C'est de prévoir à l'avance tous les problèmes qui peuvent naître de leur rapport entre associés. Parce que malheureusement, c'est souvent le cas, et dans ce cas, c'est ce que je vois moi beaucoup. Souvent, les rapports, ils commencent de manière super saine. Souvent, c'est des boîtes entre copains, Comme un ils mariage. sortent d'école de commerce. Voilà, c'est ça, voilà. Tu sors d'école de commerce, tu es avec un pote d'enfance ou autre, tu lances ta boîte, tu as un peu de financement et tu es content. Mais le problème, c'est que c'est le moment un peu de rayonnement dans l'activité, qui est d'ailleurs super saine quand tu lances une activité.
elle n'est pas forcément pérenne, donc il peut y avoir des problèmes. Et la première attitude à avoir, c'est de vouloir collaborer lorsqu'on rédige ce pacte d'associés, tout en pensant à son intérêt futur. Parce qu'effectivement, on est dans une démarche de compromis quand on crée une boîte, parce qu'on va s'associer à plusieurs pour l'intérêt supérieur d'une boîte qui sera ensemble. Mais il ne faut pas oublier que quand on va créer un pacte d'associés, on va aussi penser à soi. C'est-à-dire que c'est aussi ça l'objet, en fin de compte, c'est au-delà de l'intérêt de la boîte, quel va être mon intérêt à moi, sans forcément qu'il soit inconciliable, excuse-moi, avec la boîte. C'est vraiment ce genre de petit jeu de rapport de pouvoir un peu compliqué, je pense, au départ à cerner, que doit prendre en compte l'associé d'un pacte lorsqu'il le rédige avec un avocat ou pas. Et c'est le premier conseil que je donne généralement. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment de comprendre un petit peu comment je vais pouvoir à l'avenir avoir un peu des pare-feux pour pas qu'on connaisse de situations de blocage. Parce qu'en fait, c'est ça le truc le plus marquant, que ce soit dans les exemples que moi j'ai pu vivre, ou alors dans ce que je peux voir de manière classique, quand même quand tu es en cours, tu apprends ça. C'est vraiment arriver à un moment donné où pour une petite bêtise, parce qu'on n'a pas pensé à ça, la boîte peut couler. Et c'est vraiment pas une façon de parler en euphémisme. C'est vraiment la boîte peut couler. Tu me parlais de Family, je pense que c'est un petit peu ça. C'est une boîte qui, parce qu'une décision n'est pas prise, à temps ou pas, est bloquée. En fait, voilà. Et donc, il y a des pare-feux, j'imagine, pour reprendre ton expression. Il y a un peu des situations de blocage que toi, classique. En tant qu'avocat, un peu classique. Ouais. Du coup, c'est quoi les éléments, tu vois, c'est quoi les premiers éléments sur lesquels il faut se mettre d'accord parce que tu sais que c'est un truc un peu classique qui va tomber En fait, si tu veux, l'idée quand même, c'est quand tu lances une boîte, je pense que ça, tu me comprendras parfaitement. Tu as envie qu'au départ, l'aventure, elle se poursuive. C'est-à-dire que il y a quand même des gens qui lancent des boîtes avec un peu l'idée de faire de l'argent rapidement, alors que dans la boîte, tu vas aussi avoir un autre associé qui a une vision un peu différente, qui lui veut avoir un projet pérenne et qui veut que la boîte marche au moins 5-6 ans. Et cette différence de besoin et d'envie, de façon de penser la boîte, elle doit absolument se résoudre par ce qu'on appelle en fin de compte des contrôles sur les rentrées d'associés extérieurs. L'idée, en gros, c'est ça, c'est de pouvoir, en fin de compte, parler des clauses, que je peux un peu en parler, mais tu as des clauses très précises qui permettent d'éviter que des associés nouveaux rentrent dans la boîte sans l'accord d'autres associés. Alors, je disais tout à l'heure, c'est des clauses qui peuvent apparaître soit dans les statuts, mais aussi dans un pacte d'associés. L'idée étant, c'est qu'en gros, tu peux avoir par exemple des clauses d'agrément. Donc, le mot, je pense que tu le connais, l'agrément, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, tu vas pouvoir avoir le droit, même d'ailleurs le pouvoir de blocage, pour agréer un associé qui va rentrer dans la boîte. Donc ça, c'est important parce qu'encore une fois, il y en a qui veulent absolument, qui ont des visions un peu différentes. Et je pense que les régulier dès le départ, ça peut être bien parce que je pense que le conseil que moi je donne au départ, quand une boîte se crée, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir une activité stable pendant au moins 3-4 ans. C'est-à-dire éviter que dès qu'il y a une petite, un petit boni ou un petit moment où l'argent rentre, se dire je prends l'argent qui rentre ou je vends mes parts parce que je sens que le truc il marche bien, et se barrer au bout d'un an et laisser sur le carreau ses associés. Donc avoir dès le départ une sorte de vision, on va dire très saine de l'entreprise à travers ces règles. Du coup, il y a aussi un sujet qui est, ces règles-là, c'est bien d'en rediscuter de manière régulière. Parce que je pense que les ambitions personnelles des entrepreneurs, elles peuvent changer au fur et à mesure du temps. Donc toi, tu conseilles au début de faire ces petits points-là C'est l'avantage aussi, c'est que tu peux tellement aller loin dans la façon dont tu rédiges ton pacte, que tu peux aussi mettre d'abord des pare-feux, tu l'as redit, mais aussi un échelonnement de ton programme. Par exemple, tu peux très bien dire qu'il y a une situation de blocage qui va permettre pendant 3 ans à la boîte de grandir, mais qu'au bout de 3 ans, donc c'est vraiment une date qui est fixée, les associés auront une liberté qui va être nouvelle. Alors je vais être plus précis que ça même. Par exemple, tu peux mettre en place une clause d'agrément pendant, mettons, 2 ans, ce qui va par exemple empêcher pendant 2 ans d'avoir un associé qui veut vendre ses parts. Et si au bout de 2 ans, tout se passe bien, et ben le pacte prévoit déjà à l'avance que cette clause-là saute. En fait, l'avantage que tu as avec un pacte d'associés, c'est que tu as une liberté totale. Totale. C'est ça qui est incroyable, c'est que à part être contre la loi ou alors prévoir... non mais c'est vrai que ça existe, hein, avoir des clauses qui peuvent être frauduleuses. Le reste, c'est vraiment toi et tes associés. Donc encore une fois, c'est ça qui est avantageux. Tu peux vraiment envisager un programme presque défini pour savoir à plus 10 ans ou plus 15 ans comment tu pourras répartir ton droit de vote, comment tu pourras répartir ton pouvoir dans la société. Tu vois, c'est pareil, tout à l'heure on parlait un peu de confidentialité. Il y a un intérêt aussi
Et surtout, par rapport au pacte de préférence, au pacte désolé, d'associés qui doit rester confidentiel, c'est lorsque tu prévois à l'avance qu'un associé aura plus de pouvoir qu'un autre, alors que la répartition des parts sociales sont identiques. Ouais. C'est-à-dire que tu es à 50-50, mettons, mais qu'en revanche, pour éviter une situation de blocage, parce que par définition, 50-50, ça peut bloquer une décision, tu vas décréter à l'avance que pendant 5 ans, par exemple, Jordan aura le droit de décider toutes les décisions relatives au placement du capital à la fin de l'année, à la répartition des dividendes. Donc c'est aussi ça, quoi. C'est vraiment s'éviter Ok. Ok, intéressant. Et est-ce que tu conseilles, toi, de mettre en place des clauses du type il faut que vous prévoyez des situations dans lesquelles l'un peut virer l'autre, par exemple? Bah, on en revient toujours pareil, c'est toujours blanc ou noir, quoi. C'est-à-dire que ça peut être blanc quand tu lances la société et que tout se passe bien, ça peut être noir quand ça se passe moins bien. Et ça, je pense que c'est une chose assez cruciale. En fait, ce qui doit inspirer les clauses au terme desquelles l'un va avoir le pouvoir sur l'autre de pouvoir virer l'autre, c'est l'intérêt de la boîte. Donc en fait, il faut dès le départ avoir un canevas en te disant c'est pour tel type de décision que s'il y a un blocage, l'autre peut sauter. Alors par exemple, tu vois, Ce serait quoi les types de décisions un eh peu? ben, décision ou même d'ailleurs comportement, parce qu'il n'y a pas que des décisions aussi, hein, il y a aussi des comportements ou des actes. Par exemple, on peut imaginer que si un associé commet une faute de nature pénale dans le cadre de son mandat, c'est À titre perso ou dans à le cadre de titre l'activité? de son mandat, mais tu peux aussi évidemment prévoir à titre personnel. Par exemple, si par exemple l'associé commet une faute pénale, mais pour un sujet qui rejaillit sur la société, parce que le personnage est public et que la société devient un peu connue, et que ça a évidemment du coup une image sur la société qui est mauvaise, tu peux dès le départ prévoir par exemple une clause qui dit textuellement, c'est ça en gros, textuellement qui va te dire tout comportement frauduleux passible d'une sanction pénale justifie pour votre associé de pouvoir demander sa démission soit au titre d'un mandat, donc président ou, tu vois, ou gérant selon la société, comment elle est choisir, soit carrément de revendre ses parts de manière forcée. Tout est encore une fois, on va dire, libre ou offert aux associés quand ils rédigent leur pacte pour pouvoir prévoir ce genre de clause. Autre sujet, parce que tu vois, moi là, du coup, je te pose un peu des questions sur des clauses qui me semblent assez logiques, tu vois. Donc effectivement, il y a le cas de on peut plus s'entendre, il faut il faut en virer un. Bon, là, on est en train de discuter beaucoup dans le cas de 2 associés, mais tu vois, admettons, il y a 4 associés et il y en a un clairement, tout le monde veut le virer. Bon, là, il faut prévoir ce type de clause de comment est-ce que tu peux virer la personne. Mais j'ai même envie de prendre un autre cas qui est il y a un des 4 associés qui veut partir. Ouais. Je m'y retrouve plus, etc. Mais, et ça, j'ai eu le cas, c'est pas public, c'est proche, personnel, tu vois, de deux femmes qui s'étaient associées. Il y en a une qui a voulu partir et qui, du coup, a voulu partir en disant ouais, alors par contre, maintenant, la valorisation de la société, c'est celle-là, donc il faut que tu me fasses un chèque de temps. Ah ouais, mais moi, je peux pas, et puis je suis pas d'accord sur la valo, etc. Comment est-ce qu'on peut prévoir ce genre de situation? Bah alors, encore une fois, pour le coup, c'est une situation assez délicate, puisque là, on est dans le contexte, dans la situation, pardon, où pour sortir, il faut absolument effectivement respecter la valorisation que faite par l'associé ou même de manière générale par un rapport d'expertise. Souvent, ce qu'on va proposer, alors moi en tout cas, c'est ce que je fais généralement, c'est que je vais mettre dans mon pacte une obligation pour les parties de se rapprocher et justement de désigner un peu à l'avance un expert qui sera à même d'évaluer le montant des parts. Puisqu'effectivement, si tu veux, c'est assez fluctuant la valeur d'une part sociale et souvent sujet en plus à discussion. Oui. Donc le mieux, mon conseil en tout cas, c'est vraiment le côté objectif, c'est-à-dire prendre une personne extérieure. C'est quoi, un expert comptable? Ouais, tout bonnement. Parce qu'en vérité, sinon tu t'y perds, c'est des discussions interminables. Et effectivement, on est déjà à un point presque de rupture, Ouais. parce qu'il y en a un qui veut plus, l'autre qui veut moins. Donc logiquement, on va difficilement s'entendre, sauf avec un peu de temps. Mais voilà, donc prévoir à l'avance, tu vois, on peut même être très précis, hein. On peut dire que ça sera tel expert comptable, tu vois, le nommer presque, Ouais. ou alors mettre en place vraiment sa mission qui sera de prendre en compte le contexte général pour l'activité, justifiant en fin de compte l'évaluation des parts sociales. Donc ça, encore une fois, je pense que c'est un bon moyen, tu vois, de prévoir à l'avance ces situations-là. Ok. Donc là, on a parlé de la clause pour virer un associé, pour ajouter des associés, Ouais. pour le départ d'un associé.
Ce serait quoi un peu pour toi, s'il y en avait 2-3 autres là, vraiment essentiels à ajouter à la panoplie? Il y en a tellement. Mais alors, effectivement, tu as raison. Moi, celle que j'utilise pas mal, c'est. Enfin, en fait, que j'utilise pas mal, parce qu'en fin de compte, c'est aussi un peu un écueil à ne pas faire, de ne pas l'introduire, c'est la clause, tu sais, d'antidilution. Je sais pas si tu vois un petit peu. Encore une fois, c'est toujours pareil, parce que c'est des termes qui sont assez parlants quand tu les Alors, analyses. je Du vois coup, ce que ça tu veut peux dire. imaginer, Par ouais. contre, je vois pas comment ça se traduit. Bah, en gros, c'est l'idée que pour éviter que la boîte soit, par exemple, subisse une levée de fonds sans ton accord, tu vas dès le départ mettre en place comment dire, une clause qui est un petit peu comme un agrément, va fonctionner pour éviter que au bout d'1 an, par exemple, il y ait déjà 30 associés nouveaux. Donc l'idée, ça va être, par exemple, lorsque tu vas avoir... En fait, c'est un peu comme un droit de préemption. Je ne sais pas Ouais, si tu vois. ouais. C'est l'idée que tu vas pouvoir, dès le départ, lorsqu'un associé veut vendre ses parts ou veut ouvrir le capital, tu vas pouvoir, toi, en tant qu'associé fondateur, par exemple, ou associé qui est déjà dans la boîte, qui a signé un pacte, eh bien, demander à ce que tu sois le premier à pouvoir souscrire de nouvelles parts. Donc en gros, quand tu vas avoir un capital qui va s'élargir pendant la vie de la société, tu vas pouvoir l'élargir, mais à travers les associés pardon, excuse-moi, déjà présents. Oui, Donc, et du coup, on peut même faire le lien avec ce que je disais juste avant, à savoir, s'il y en a un qui veut partir et qui veut vendre ses parts à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur à la société, du coup, ce droit de préemption vient exactement. déterminer le fait que, bah oui, mais mon gars, tu peux pas vendre à n'importe qui, nous, on a la priorité sur... C'est ça. Et ça, c'est vraiment pour le coup un droit fondamental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as cette clause qui est dans le contrat, tu ne peux pas la contourner, c'est compliqué. C'est qu'en fin de compte, le droit de préemption qui appartient à un associé, à partir du moment où il a ce droit de préemption, tu ne pourras jamais vendre sans lui demander avant son accord. L'idée en gros, c'est que tu vas par exemple vouloir vendre 50 parts sociales à 200 euros. Je suis très simple, mais voilà, c'est ça l'idée. Tu vas proposer avec un délai de réflexion, on va dire, à l'associé qui a un droit de préemption, s'il veut pour le même prix racheter les parts. Il va par exemple avoir généralement, tu vois, 1 mois ou 2 mois. Il devra te répondre par courrier ou de manière un peu officielle en te disant j'accepte ou je refuse de vendre. Et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras du coup libérer tes parts auprès d'un acquéreur extérieur. Ok. Et voilà, en gros, c'est un préalable. C'est un moyen de s'assurer, d'une part, qu'on ne fait pas entrer dans la boîte n'importe qui. Tu vois, par exemple, Parce que c'est l'intérêt de la société, encore une fois, qui prime. Exactement. Alors, l'exemple un petit peu scolaire, si tu veux, alors c'est une société un peu différente, mais c'est Hermès. Hermès, Ok. si tu veux, ils ont longtemps fait en sorte d'avoir un patrimoine qui n'est pas dilué justement dans les actionnaires un petit peu divers et variés. Donc ils ont voulu garder le côté un peu familial de la boîte en empêchant justement l'entrée de capitaux extérieurs à travers des fonds d'investissement ou des investisseurs, mais en général. Ok. D'autres D'autres, ouais, il y en a pas mal. Alors, je parle de la clause anti-dilution. Qu'est-ce que je note généralement aussi? La clause de direction, ça, c'est une clause aussi importante. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu vas, alors, sans forcément préjuger de ce qui va être décidé à l'avance, tu vas en fin de compte mettre en place encore une fois, des pare-feux, excuse-moi, pour savoir qui va être dirigeant. Et donc tu peux aller plus loin, tu peux en fin de compte mettre vraiment des conditions, par exemple des conditions d'expérience, des conditions d'âge, des conditions d'ancienneté, et tu vas dire le jour où on va désigner un dirigeant, si vous êtes d'accord en tout cas grâce au pacte, je veux que ce mec-là ait tel profil, ou ce mec-là ou cette femme-là. C'est pas genré. Voilà, mais c'est important parce qu'effectivement tu peux à l'avance, c'est vraiment ça l'idée, c'est savoir un peu qui sera le représentant de la société. Et pour ça, c'est intéressant. Tu peux t'assurer qu'il a comment dire, un peu un background par rapport à la boîte, qu'il a fait au moins 10 ans dans la boîte et qu'il sait un peu où il met les pieds. Bon, après, nous, dans le cas d'une société comme la nôtre, au tout début, c'est vrai qu'on est tous jeunes en début de carrière, etc. Donc c'est un peu particulier, mais j'envisage bien le fait que pour certaines boîtes qui ont déjà, qui existent depuis des années, où il y a des investisseurs, etc., c'est des clauses effectivement qui peuvent être hyper intéressantes pour dire ok, non, en fait, nous, pour notre boîte, là, on a atteint un niveau où forcément il faut que ce soit quelqu'un qui ait tel et tel type de profil, quoi. Tu sais, ce qui est bien, c'est que tu permets un petit peu d'éclairer un autre sujet qui est pour le coup assez essentiel. C'est l'idée quand même que tu peux faire évoluer ton pacte d'associés. Ouais. C'est pas une matière figée. Alors c'est un acte extrajudiciaire, certes, mais c'est un acte aussi que tu peux envisager comme étant soit évolutif, en faisant par exemple, c'est tout bête, en faisant une annexe que tu signeras 5 ans plus tard et qui prend en compte effectivement un aspect de la boîte qui a évolué.
Soit tu peux en faire de nouveaux avec d'autres associés. Donc, par exemple, si la boîte, comme c'est ton cas, est lancée à 2, 3, 4, mais que dans 3 ans, vous êtes 15-20, eh ben, tu peux considérer de vouloir faire de nouvelles alliances ou alors de refaire de nouveaux groupes avec des nouveaux pactes, ou alors même prendre un pacte déjà existant et le modifier à travers simplement, comme j'ai à l'instant, une petite annexe ou alors une petite correction quoi, sur une clause. L'important quand même, c'est que, étant donné que c'est un acte qui a été décidé par plusieurs personnes, nécessairement, il peut être modifié que par ces plusieurs personnes. Ça, c'est une règle de base des contrats. Tu ne pourras jamais modifier un pacte d'associés s'il n'a pas été validé par tous ceux qui sont signataires. Donc toujours... Alors, oui, ça semble logique. Ouais, voilà. Tu peux pas imposer un truc à quelqu'un. C'est ça. Ok. Pour sortir un peu des clauses, mais pour avancer un peu aussi sur ce sujet, c'est quoi les risques c'est quoi les conflits tu vois, j'ai envie de te dire les risques, les conflits, je sais pas exactement comment appeler ça, mais les trucs un peu classiques que tu vois. C'est le bon terme, tu as raison, c'est le risque et le conflit, les deux correspondent. Pas le plus classique, mais en tout cas l'écueil qu'il faut vraiment éviter quand tu lances ta boîte et que tu fais un pacte d'associés, c'est de mettre en place des décisions qui vont être votées de manière unanime. Ça, c'est le gros problème. Parce que, comme tu peux, je pense, l'imaginer quand je te dis ça, demain, quand tu mets... Alors, quand c'est des grosses décisions, ça s'entend, par exemple, tu vois, donc, quand par exemple, tu veux, mettons, mettre fin à la boîte, tu veux la dissoudre. Là, c'est une décision qui est assez importante. Donc, ça paraît en fait presque tentant de vouloir absolument mettre en place une décision qui sera unanime. Mais imagine la situation qui est la suivante. On est sur une boîte avec un associé qui a 95%, même plus, à 99% si tu veux, un qui a 1%. Et avec ce petit pourcentage de rien du tout, peut bloquer la boîte et peut bloquer la décision qui supposerait d'y mettre fin. Donc en fin de compte, un truc que vraiment, c'est pas que je le déconseille, mais presque en vérité, c'est de mettre en place des décisions à travers une clause qu'on appelle clause d'unanimité. C'est quelles seront les décisions à voter qui demandent à ce que chacun soit d'accord. Donc évitez vraiment de faire ça, parce que... alors, encore plus loin dans la réflexion parce que je pense que c'est ça qui t'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, est-ce qu'on est vraiment bloqué jusqu'à la fin? J'allais en venir à cette question. Mais c'est une question qui est, parce que je pense que tu dis logiquement ça serait idiot de rester bloqué, d'avoir une boîte qui 400 ans reste en vie. Du coup ce que j'étais en train de me dire c'est est-ce que du coup tu peux aller au tribunal pour exactement c'est pour ça, décider de ce truc là quoi. Alors avant de décider ce truc là, si tu veux, on va chercher grâce au tribunal à désigner ce qu'on appelle un mandataire judiciaire ou mandataire ad hoc, ça dépend des termes. Mandataire ad hoc, c'est ce qu'on appelle généralement le mandataire qui va être désigné avec accord des parties, c'est-à-dire sans un juge. Et mandataire judiciaire, ça va, comme le nom l'indique, ça va être souvent parce qu'on a saisi un juge. Donc déjà, imagine les délais. Tu vois, c'est pas impensif de dire que la justice est lente, parce qu'en l'occurrence, au commerce, elle est souvent lente. Ah, pareil, ça va mieux en mieux, mais quand tu vas par exemple à Nanterre, c'est une juridiction qui est assez lente parce qu'elle est débordée et parce que du coup, les dossiers sont traités de manière un petit peu lente. Mais tu vas du coup devoir faire une assignation, c'est un acte juridique qui va saisir le tribunal et qui va prévenir l'associé récalcitrant que tu veux désigner un mandataire. Et c'est le tribunal qui va étudier la situation en se disant, là effectivement il y a une situation de blocage qui est injustifiée et qui surtout, ça c'est vraiment encore une fois la notion cruciale, qui va à l'encontre de l'intérêt de la société. C'est-à-dire, est-ce qu'il est légitime qu'un mec qui a 1% bloque la boîte alors que la boîte a plus d'activité, qu'elle ne vend plus rien et qu'en plus de ça, elle ne paie pas ses factures. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et tu disais que donc il peut y avoir un mandataire judiciaire et l'autre terme, c'est mandataire ad hoc. Alors ça, c'est un truc très propre au droit, c'est que tu as encore beaucoup de termes un peu latins. Oui. Donc voilà, ad hoc, c'est vraiment, ça veut dire en gros à côté, quoi. C'est dans le cas de j'ai une société, j'ai 99% des parts et une personne a 1% des parts, est-ce que la désignation de ce mandataire ad hoc, il va falloir se mettre d'accord entre les deux parties ou parce que j'ai 99 non, exactement, il va falloir être d'accord. Ah ouais, ok. Ouais, sauf, alors tu vois, on peut encore une fois aller plus loin, sauf si par exemple tu as dans tes statuts ou dans ton pacte une disposition qui justement prévoit ça, qui te dit si demain il y a un conflit sur une décision qui requiert l'unanimité, les parties s'obligent à désigner un mandataire ad hoc. Qui est cette personne on peut déjà dire. Tu peux déjà dire, ou en tout cas c'est comme pour le président, si tu veux le désigner à l'avance, tu peux mettre en place des conditions de désignation. C'est-à-dire tu peux très bien dire que ça va être un ancien membre de la société qui doit avoir telle expérience. Voilà, tu peux encore une fois toujours contractualiser à l'avance en l'occurrence, qui sera ce mandataire ad hoc. Mais tu as raison aussi, tu peux aussi le désigner dès le départ. Tu peux dire j'ai 3 associés, ça sera le 3e qui sera le mandataire ad hoc. Ok, intéressant. Pour continuer sur les risques, moi ça m'intéresse de savoir, toi,
Surtout que toi, du coup, t'as la facette où tu vois les problèmes. Ouais, absolument, absolument. T'as je sais pas, une anecdote, une histoire, un truc sur lequel t'as vu je sais pas, un conflit entre associés où tu te dis, ah ouais, là, ça a été bain de sang, quoi. Bah, j'ai un peu, je pense, grillé les étapes, mais je pense que ce que je te disais à l'instant, c'est un petit peu ça, quoi. L'exemple, alors on n'était pas sur un 99-1%, mais à quelque chose près, c'était un petit peu ça. Et la boîte ne fonctionnait plus, elle était à lettre morte, si tu veux, il n'y avait plus d'activité. T'en avais un quand même qui voulait faire on va dire, les choses correctement, donc il voulait fermer la boîte. Et il ne pouvait pas parce que l'associé a bloqué. Donc ça a pris, je crois, un truc comme 3 ans pour une décision qu'on aurait pu mettre max 2 semaines en principe, si ça s'était bien déroulé. Et ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu l'exemple type de la boîte qui va se bloquer. Pareil, tu vois, on en revient à ça, j'ai déjà aussi eu le cas. Alors ça paraît anodin, mais c'est encore une fois des choses qui sont assez significatives. C'est quand demain tu as une possibilité de faire une levée de fonds, mais que tu as des clauses dans les statuts ou dans le pacte d'associés qui l'empêche, et ben le problème c'est que l'associé pourra continuer à maintenir son droit de regard sur l'entrée de fonds frais et empêcher une levée de fonds. Alors, j'ai pas, parce qu'encore une fois, tu sais que je suis un peu dans la confidentialité, donc je peux Non, mais bien bien sûr. Mais c'est ça en fait, J'attends l'idée. pas. C'est exactement ça, tu vois, ce truc-là de décisions qui normalement se prennent assez rapidement parce qu'elles vont dans l'intérêt de la société. Et bah, il y a un associé. En fait, ce qui est marrant, c'est que on parle du pacte d'associés ou d'actionnaires comme étant un peu une solution justement pour éviter les problèmes. Mais parfois, les problèmes, moi j'ai déjà eu le cas, viennent du pacte. Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le pacte est mal rédigé ou alors il est rédigé d'une façon à ce que dans l'avenir, il pourrait y avoir un problème, que le problème se réalise. Et c'est là le problème, genre, parce que souvent quand tu as les statuts classiques, les statuts ils vont te dire une décision importante se prend à une majorité qualifiée. Une majorité qualifiée, ça va par exemple être 75% ou alors 51%. Ça, Là, pareil, qualifié, c'est aux c'est associés de définir la qualification. exactement, exactement. Et donc ça peut être les statuts qui disent ça. Et tu peux avoir un pacte beaucoup plus rigoureux ou exigeant ou, qui va te dire non, c'est unanime ces décisions-là. Donc, en fin de compte, tu vas faire un pacte qui te fout un peu une balle dans le pied parce que ces décisions-là qui normalement se prennent à la majorité qualifiée ou majorité tout court, elles vont devoir se prendre de manière unanime et ça va ralentir les décisions. Donc ça, c'est très embêtant. Curiosité, alors encore une fois, tu es dans la confidentialité, je sais pas si tu peux dire ce genre de choses, mais on n'est pas en train de citer la société en question, mais dans le cas du 99 versus 1%, je sais pas, moi je me dis, la société elle a plus d'activité, il se passe rien, c'est clair et net de toute façon, elle est en train de mourir. Quel est l'intérêt de la personne qui a 1% à part faire chier l'autre? C'est marrant parce que tu as pris tout à l'heure un exemple que je peux complètement encore une fois retransposer à cette situation-là, c'est la famille. C'est pareil. Quand par exemple tu as une succession dans une famille, par exemple, logiquement tu es censé être avec ton frère ou ta sœur pour discuter d'un patrimoine commun que tu dois partager. Donc logiquement tout le monde est intéressé par l'argent qui reste à partager. Et pourtant les gens vont se foutre sur la gueule. Donc c'est Oui, marrant, oui. mais c'est pareil, c'est vraiment comment dire, deux modèles transposables. Et là c'est pareil, par exemple, tu peux avoir un associé qui a un intérêt à conserver la boîte pour des raisons par exemple fiscales. Pour lui, pour des raisons fiscales ou Ah ouais, pour des raisons j'y de avais pas pensé. domiciliation, tu vois. C'est tout bête, et par exemple, il y a des cas dans lesquels la société, grâce à la société, il y a un associé qui va être domicilié à titre personnel. Et donc, si la société ferme, bah, il perd son logement. Tu vois, c'est des exemples très précis, mais qui existent. Bah oui, ça existe. Ou perdre une voiture de fonction, par exemple. C'est tout bête. La boîte est finie, mais le gars a une voiture de fonction où il a un avantage lié à son entreprise. Bah, il ne veut pas le lâcher et il bloque la boîte. Il bloque en tout cas sa dissolution. Ah ouais, putain, et oui, c'est vrai qu'il faut penser Et à les ça. exemples sont tellement, encore une fois, multiples et variés. T'as tellement Mais de... c'est généralement, et c'est pour ça aussi que je pense que c'est un point qui est très intéressant, c'est je- moi des erreurs que je vois autour de moi, même d'amis, etc. Il y a constamment ce conflit effectivement entre l'intérêt de la société et l'intérêt personnel. Et en fait, au début, quand tu crées une société, t'es pris d'une espèce de motivation qui te dépasse, Ouais. tu vois, on va créer cette société, etc. Et après, pour plein de raisons, tu te mets à avoir les intérêts personnels qui se mettent à parler. Et c'est là où ça clash. Et là, on voit bien que quand il y a les conflits, c'est systématiquement pour des enjeux personnels. Et du coup, je pense que c'est pas mal de... Je pense... j'ai envie de donner ce conseil aux gens qui écoutent, mais je pense que c'est surtout à toi de confirmer si c'est un bon conseil. Je pense qu'il faut être hyper honnête avec soi-même sur le fait que, ah non, mais moi aussi, enfin, je sais pas, typiquement, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, bah, moi, j'ai quand même
un truc que j'aimerais bien faire dans ma vie professionnelle ou dans le cadre en tant qu'ambition personnelle, c'est gagner beaucoup d'argent, c'est lever de l'argent auprès d'investisseurs, etc. Je pense qu'il y a quand même ce truc il faut être hyper honnête dès le départ sur quelles peuvent être les motivations personnelles que moi je peux avoir dans l'affaire pour prévoir les situations. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des ambitions personnelles typiques l'argent dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais parce que c'est un peu mal vu d'en parler, etc., qui n'en parlent pas. Et le jour où il y a la situation qui se met en place et que, ok, c'est bon, j'assume cette ambition personnelle que j'ai de faire de l'argent, bam, c'est là où il y a tout qui s'écroule. Tu as absolument raison. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi d'ailleurs, pour moi en tout cas, le rôle de l'avocat qui est un rôle absolument crucial, c'est de profiter de ce moment-là, c'est-à-dire la réunion que tu vas avoir en physique ou à distance avec les associés qui veulent monter un pacte, de discuter avec eux de ça. C'est-à-dire en tout cas les encourager, ne pas leur demander quelles sont votre ambitions, c'est de faire combien de millions au bout de 3 semaines, mais plutôt voilà, de leur demander est-ce que vous avez entre vous et à travers moi, besoin de discuter de vos ambitions personnelles et collectives, pour voir un petit peu, alors généralement j'espère quand même que pour toi ou pour d'autres, quand tu crées une société avec quelqu'un, tu sais un peu qui est la personne en question. Au-delà du fait qu'il a des compétences particulières, tu sais un petit peu son mindset. Et puis, moi dans mon cas oui, mais je pense qu'il y a plein de gens qui... Bien sûr, qui se font un peu avoir par une ambiance... Voilà, et notamment dans le cadre des startups, tu vois, et ça c'est vraiment un truc que je déconseille à fond. Tu vois, moi je suis tout le temps surpris par les gens qui disent « je lance une boîte, je cherche un cofondateur ». C'est incroyable ça, je suis d'accord. Ça se passe pas comme ça, tu vois. Enfin, tu vas t'associer avec quelqu'un que tu connais pas. Enfin, il y a un truc qui tourne pas rond, tu vois. Et donc, c'est là où moi, par exemple, dans le cas de l'association avec Léa Enguerrand, je suis très content de la manière dont ça s'est déroulé. C'est parce que on s'associe après 1 an de travail en commun. Après 1 an de travail quasiment full-time ensemble, etc., etc. Et c'est à l'issue de cette année-là qu'on est capable de se dire « mais venez, en fait, on fait un truc ». Parce qu'on a cette expérience. Et parce que aussi, je pense, tu as été, toi, tu en parlais, un peu le premier témoin d'échecs aussi autour de toi. Tu parlais tout à l'heure aussi d'autres boîtes que tu avais vu se péter un peu la gueule. Donc voilà, c'est aussi ça. C'est que je pense que tu as une vision un petit peu plus angéliste au départ, en voulant absolument créer un concept, au point parfois de prendre un peu le risque de le faire avec des personnes que tu ne connais pas suffisamment. Mais je pense qu'avec la maturité pro ou perso, tu te rends compte qu'il y a des risques à ça. Et je pense que ce que tu as fait là aujourd'hui, peut-être que tu l'auras fait différemment il y a 5 ans. Ah bah je l'ai fait différemment il y a 5 ans. Je connais moins ton parcours, je t'avoue, après, mais je me suis arrêté je crois que c'est pile poil il y a 5 ans, j'ai monté une boîte, et bon, il s'avère que ça s'est super bien passé. Il s'avère que ça s'est super bien passé, donc moi je considère avoir été chanceux, mais je me suis associé avec un ami et une personne que je connaissais pas, avec qui on s'est dit, venez, on monte un truc en commun. Et bon, on a commencé à travailler ensemble, etc. Et il y a eu un super fit, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance que moi j'ai eue et qui se mettent à s'associer avec des gens qu'ils ne connaissent pas et puis qui se rendent compte au bout de 3 mois non mais en fait ça ne va pas le faire, c'est juste pas possible. Après, je pense qu'il y a un peu une explication aussi à ça, c'est que quand tu regardes bien, les gens, quand il n'y a pas de dimension encore trop financière, ils prennent ce risque-là. Tout à fait. C'est-à-dire que demain, tu lances une boîte où tu mets 100 000 €, je pense que tu regardes un peu plus avec qui tu t'associes. Oui. Alors qu'une boîte de sortie de fac, tu fais ça avec 3 billes et puis tu fais 100% d'accord. Voilà, un petit tour avec tes parents à côté et puis c'est ça aussi qui fait la différence. Ouais. Je pense que la conscience des gens et du risque qu'ils prennent va vraiment croître en fonction de l'argent qu'ils vont mettre. C'est un peu le nerf de la guerre, c'est cliché de dire ça, mais... Ouais, t'es d'accord pour dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Toujours. Alors, encore une fois, on en revient à ton exemple de tout à l'heure. C'est vrai que je pense que quand tu fais le choix de faire un pacte d'associés, la réunion que tu vas avoir ou tes réunions que tu vas avoir avec l'avocat et ou sans avocat, elles sont importantes pour aussi un peu apprivoiser quelles seront les ambitions futures de ton associé. C'est-à-dire, est-ce qu'il a même une projection sur 3 ans, sur 5 ans? Est-ce qu'il a une projection en termes financiers? Est-ce qu'il a une projection aussi en termes de direction de la société? Est-ce qu'ils vont en faire une start-up plus ou est-ce qu'ils vont en faire une licorne? C'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est vraiment de savoir à qui tu t'associes. Alors, tu le sais toujours un petit peu, mais je pense qu'à travers les questions bien définies de l'avocat, tu peux découvrir aussi un peu une facette nouvelle, positive ou négative, de l'associé. C'est-à-dire, grâce aux questions posées, est-ce que lui, il a vraiment une volonté de direction de la boîte ou est-ce qu'il veut juste avoir un petit peu un rôle, encore une fois, de retrait, laisser la boîte se faire d'elle-même, mais en revanche, avoir un rôle peut-être plus opérationnel sur l'aspect personnel et financier. J'ai l'impression, tu vois, au travers de la conversation, qu'il y a 2 trucs. C'est toi, en tant qu'avocat, dans ces discussions-là, j'ai l'impression que tu peux... T'as bien évidemment le rôle de conseil juridique, etc. Mais j'ai l'impression que tu as aussi un petit rôle de psy dans l'affaire. Et tu vois, là, exactement l'exemple que tu donnes, je me disais, c'est marrant, mais ça pourrait limite être des discussions de thérapie de couple.
Ouais, t'as raison, t'as raison. Enfin, en tout cas, je pense que la thérapie de couple, elle apparaît davantage quand le couple va mal. Oui, Donc, on en revient aussi oui, encore à ça, c'est-à-dire qu'au début, tu officies comme un maire, comme tu vas dire, et tu vas juste mettre en place un accord qui est censé être un petit peu, déjà, on va dire, étudié par les associés. oui. Quand tu arrives au moment où il y a déjà un conflit, c'est effectivement le rôle psychologique et le rôle de soutien psychologique, il est un peu plus prégnant parce que justement, tu vas avoir un conflit. Mais tu as raison que tu as déjà un petit peu, c'est le terme conseil, c'est pas par hasard qu'on appelle ça aussi un Oui, conseil c'est vrai, d'avocat, c'est vrai. c'est lui dire voilà où vous allez, voilà ce que vous pouvez faire ensemble et voilà quels sont les risques si vous ne faites pas un pacte suffisamment encadré. Ok. Euh, J'aimerais bien qu'on ferme le sujet pacte d'associés, parce que je pense que ce sujet d'association, et on a parlé des statuts, pacte Ouais. d'associés, etc., je pense qu'on a globalement fait un peu le tour des éléments sur lesquels je voulais qu'on discute. Pour moi, ça m'intéresse aussi qu'on puisse discuter de sujets contractuels de manière un petit peu plus large, à savoir contrat de prestation. Je vais mettre ça dans ce cadre-là, mais aussi bien dans un sens, je suis client et j'ai besoin d'un contrat avec mes prestataires, que je suis prestataire et j'ai besoin de contrat avec mes clients. Euh, c'est quoi les éléments je me positionne en tant que prestataire. Mhm. Euh, c'est quoi les éléments sur lesquels il faut que je fasse attention dans la relation que je vais entretenir avec mes clients? De la même façon, tu vois, qu'on disait, c'est quoi un peu les clauses clés Ouais, les clauses dans types ou les l'association? clauses un petit peu. C'est quoi les éléments sur lesquels tu sais qu'il y a généralement du conflit? Et moi, en tant que... Déjà, je commence par une première question qui est, je suis prestataire, je vais travailler avec un client. Est-ce qu'il me faut forcément un contrat? Est-ce que tu conseilles qu'il y ait un contrat? Et s'il faut qu'il y ait un contrat, c'est quoi les éléments un peu clés qu'il faut faire apparaître dans le contrat? Alors, si tu me l'autorises, je vais faire non pas un petit cours de droit, mais en tout cas un petit amorce là-dessus. L'idée, c'est ça en fait, c'est que tu poses une bonne question. Est-ce qu'il faut absolument pas un contrat? Et je pense que quand tu dis contrat écrit, j'imagine. Je pense que tu penses à ça directement. Moi, je pense à ça Voilà, immédiatement. c'est ça. Alors qu'en vérité, un contrat peut être très bien oral. Qu'on soit dans une relation d'affaires ou dans une relation entre personnes physiques, toi et moi par exemple, on peut très bien mettre en place un contrat qui sera uniquement oral. Sauf que je pense que tu peux, toi, dès le départ, un petit peu imaginer quel sera le défaut d'un contrat oral. C'est la preuve. C'est-à-dire Oui, qu'est-ce qui prouve qu'on a fait un contrat. Donc, ton contrat aura la même valeur, il n'y a même pas une valeur différente. Un contrat oral a la même valeur qu'un contrat écrit, à différence près qu'il faut maintenant le prouver. Alors quand tu as un contrat oral, on peut imaginer que, par exemple, on peut avoir un témoin qui sera du coup, qui mm. fera office de, ouais, moi je sais qu'ils ont fait un contrat ensemble, mais ils ont décidé que ça sera 10 000 € pour tes prestations. Ça c'est une chose, mais c'est un peu compliqué. Et rarement tu vas en justice avec ton témoin à côté de toi en disant c'est mon témoin et regardez ce qu'il va dire. Oui, puis Donc après, il faut la preuve que le témoin était bien présent. exactement. Tu as aussi un autre moyen de maintenir un contrat oral sans pour autant avoir un témoin. Ça va en fin de compte être l'évidence de ce qui a été fait. Par exemple, demain, moi, je suis par exemple Bulldozer. Je te fournis une prestation en marketing digital. La prestation, tu l'as reçue, je peux le prouver. En revanche, j'ai rien pour justifier que tu devais me payer. Ou alors, j'ai rien pour justifier que je devais le faire, la prestation, dans les 3 semaines et pas dans les 6 mois. Et bah en vérité, même si tu n'as pas ça, tu as déjà en fin de compte ce qu'on pourrait appeler en fin de compte un faisceau d'indices, c'est-à-dire des éléments qui permettent de démontrer que tu as fait un travail. Et après, ça serait davantage à la partie qui a reçu la prestation de se justifier en disant, par exemple, devant un juge, pourquoi la prestation serait gratuite. Logiquement, tu n'as aucun intérêt, quand tu es une boîte avec un cabis et une société qui est censée fonctionner avec des employés, de faire une prestation gratuite à une autre boîte, sauf si c'est ton frère qui tient la boîte. Et encore, ça se défend. Donc voilà, c'est ça aussi un petit peu qui peut justifier le maintien d'un contrat oral. Et troisième possibilité aussi qui est intéressante, c'est ce qu'on peut aussi appeler l'habitude dans les relations d'affaires. Par exemple, tu es une société qui est très connue et dont on sait qu'elle opère de manière identique depuis 25 ans. Je ne sais pas, par exemple, mais je distribue des journaux. Tu sais, par exemple, ces journaux que tu vois en Angleterre, dans des petites boxes, et dans lesquelles tu mets une pièce. Donc, par exemple, la personne qui prend le journal, en principe, elle peut la prendre sans la pièce, elle peut le retirer toute seule. Donc, elle peut très bien dire, bah, moi, je considère que c'est gratuit, alors qu'en fin de compte, on sait depuis 150 ans qu'il faut mettre une pièce pour avoir le journal. Mm. Donc, en fait, si tu veux, là où j'en viens, c'est que tu dois avoir des relations d'affaires dans lesquelles on a une habitude de savoir comment fonctionne ton prestataire. Je finis là-dessus. Par exemple, on va avoir aussi un dernier exemple, c'est un peu ça là, qui aussi innerve le côté un peu d'habitude. Toi et moi, on a pendant 10 ans fait des contrats écrits, donc tu les connais, tu sais comment je travaille, tu sais comment il faut te payer. Et un jour, on fait une prestation à côté qui n'est pas payée, qui est pas écrite. Pourtant, depuis 10 ans, tu sais comment je travaille, on a les mêmes contrats. Donc même si on n'a rien signé ce jour-là, je pourrais me reposer moi sur le contrat qu'on avait fait à l'époque pour te dire, bah regarde, tu sais que tu dois être payé dans les 3 jours et que le travail a été fait. Ok. Voilà.
Et donc j'ai parlé, alors un peu longuement, excuse-moi, mais Ah non, mais c'est quand pas de même, souci, moi ça c'est m'intéresse. quand même important, du contrat oral. Donc l'alternative qui est en fin de compte celle que je recommande et qui relève presque de l'évidence hein, quand on y pense, qui est le contrat écrit. Le contrat écrit, évidemment, ça a comment dire, une dimension, une géométrie plus ou moins large. Ça peut être en fin de compte le simple devis, mais le devis, là où c'est assez intéressant, c'est que même s'il ne fait que rappeler parfois sur une seule page qu'est-ce qui doit être fait et quand ça doit être payé, souvent ça suffit. Demain, moi je suis peintre en bâtiment, alors je prends des exemples qui sont un peu tu vois, manuels, mais parce que c'est souvent ceux-là qui Ouais, pas fonctionnent de bien. souci. Je suis peintre en bâtiment, si je te fais un devis en disant je repeins ta cuisine qui fait 40 mètres carrés avant le 4 décembre pour tel montant, logiquement tu n'auras pas de difficulté. Tu vois, tu n'as pas besoin de faire des CGV pour savoir que il faudra que ça soit peint en telle couleur, que si j'utilise un pinceau qui n'est pas assez gros ou qui n'est pas assez petit, ça pose problème. Le travail a été fait ou pas fait, ça se constate assez facilement et le devis permet de savoir deux choses. Qu'est-ce qu'il y a à faire, pour quel prix et dans quel délai. C'est souvent ça en fait le nerf de la guerre, c'est-à-dire argent, délai et prestations. C'est les trois trucs qu'il faut regarder parce que tu vois, il y a un truc qui est tout bête. Souvent, on pense que à argent et à prestation, mais l'aspect délai est essentiel. Toi, demain, tu es en marketing, tu as un client qui veut absolument faire sa pub Google Ads ou Facebook dans les 6 semaines parce qu'il lance un produit nouveau. C'est important, tu vois. Tu peux pas lui Ouais. dire, moi, j'ai mis 8 semaines. En fait, si le contrat dit 6 semaines, il faut le respecter. Donc, oublier cette partie, cet aspect de temporalité dans le contrat, c'est assez grave généralement. Parce que faire un travail en 6 semaines, c'est pas pareil que le faire en 6 mois. Et si tu oublies ça, tu peux vraiment pénaliser un client et toi indirectement. Donc quand tu vas dans le juge, après derrière, va expliquer que tu as fait une prestation qui normalement met 3 heures, tu l'as fait en 6 mois, même s'il n'y a pas de contrat, le juge va le comprendre qu'il y a un problème. Prestation, délai et, Prestation, délai et prix. Prix, et c'est prix. important parce que. Oui, le prix c'est Alors, important. là, le prix, c'est important, on en revient toujours à l'argent, mais au-delà du prix en lui-même, c'est-à-dire que tu peux avoir un prix global, mais il y a aussi des questions qui sont peut-être plus précises qui se posent, à savoir quand est-ce qu'il doit payer et combien il doit payer. Est-ce qu'il doit payer tout d'un coup? Est-ce qu'on peut. Parce que parfois, tu vois, je pense que tu as l'exemple avec Bulldozer, tu dois, je pense, ventiler tes prestations selon ton client. Donc parfois, tu as un client qui veut une prestation qui est beaucoup plus costaud, on va dire, Ouais. sur plusieurs semaines. Et donc, quand c'est une petite boîte en face de toi, ça paraît compliqué de lui demander, tu vois, par exemple, 10, 15, 20 000 euros d'un coup. Alors, quand tu as des gros clients, ils peuvent payer rubis sur ongle et ça va être immédiat. Mais tu peux aussi, et c'est aussi une façon de montrer à ton client que tu considères ses moyens comme ils sont et lui demander de payer en plusieurs fois. Sauf que, pareil, ça, il faut aussi, au-delà de la conciliation que tu as envers ton client, ou le côté un peu collaboratif, il faut aussi savoir quand est-ce qu'il paye. Parce que lui, il pourra te dire, ah bah non, moi je comptais payer dans 3 semaines, ou il peut avoir un peu de mauvaise foi. Donc le mieux, quand même, c'est de verrouiller à l'avance. On en revient un peu comme les statuts, un peu comme le bail associé, c'est toujours pareil, c'est à l'avance, prévoir quand est-ce qu'il paye. Alors idéalement, il faut mettre un montant forfaitaire qui correspond à une tranche du prix final Hmm. de manière, tu vois, assez régulière, sur tous les mois ou tous les 2 mois, mais être sûr que, en tout cas, éviter de ne pas avoir été payé à la fin de la prestation. Par exemple, moi, c'est tout bête, et même en tant qu'avocat, c'est ce qui m'arrive aussi. J'essaie de faire en sorte quand même de demander, lorsque j'ai par exemple plaidé un dossier, que je l'ai rédigé à l'avance, j'ai fait mes conclusions, j'ai travaillé dessus. J'essaie quand même de faire en sorte d'avoir une clause dans mes CGV, parce que moi aussi j'ai les CGV, au terme desquels je dis que le client doit me payer avant que j'aille plaider. Pour moi, c'est un peu, tu vois, le bon timing, parce que tu ne donnes pas trop tôt non plus, pour pas passer pour un petit mec qui veut absolument être payé, mais derrière, tu t'assures d'être payé au moment où tu as fait le travail, mais au moment où il reste quand même un truc à faire. Comme ça, au Hmm. moins, c'est pas un petit point de Oui, puis négociation, c'est mais pas tu as une. n'importe quel moment, c'est le moment où tu vas plaider. Exactement, exactement. Et c'est quand même, je pense que c'est pareil pour toi. Tu vois, par exemple, quand tu fais une phase de lancement avec Bulldozer, c'est pas idiot, par exemple, au terme d'une phase de lancement, peut-être que je dis des bêtises, mais c'est un peu ça, d'avoir un petit moyen de rétention, sans Oui, vouloir oui. donner des mauvais conseils à tes auditeurs, mais c'est en gros ça, c'est dire, ok, bah là j'ai fait tout le travail, il reste une petite truc à faire, mais qui pour toi, en tant que client, est essentiel, donc je veux être payé maintenant. Oui. Et si tu sens Et que le ça mec. évite la mauvaise foi en plus parce que, comme tu l'as dit, le travail a été fait. Ouais, Le travail a exactement, été fait. Donc exactement. en fait, le truc, c'est que bah, le travail a été fait, il manque le moment clé. Mhm. Bon, bah, sois de bonne foi, tu vois bien que le travail a été fait. De toute façon, c'est joué. C'est joué, le taf, il a été fait. Et là, maintenant, il y a juste à lancer les campagnes, par exemple. Exactement, ouais. C'est joué, c'est le moment de me payer. C'est ça. Je trouve que, ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Euh, ok. Sachant que, je Ouais, sais pas vas-y. si ça t'intéresse ou pas, mais je pense que oui, toujours. On reste quand même sur cette question du prix et de moyens un petit peu pour pouvoir contraindre ou en tout cas solliciter de la part de ton client qu'il soit payé. C'est de mettre en place des intérêts contractuels. Alors, pour faire
très simple, d'ailleurs c'est assez simple comme à comprendre. Quand par exemple tu ne payes pas une facture qui arrive à échéance, on a généralement une date d'émission de facture et une date d'exigibilité, c'est-à-dire la date à laquelle tu dois payer ta facture. Tu as des textes qui vont te dire qu'il faut par exemple faire une mise en demeure, c'est-à-dire un courrier presque un peu officiel envoyé par recommandé en disant tu dois me payer telle somme dans un délai de 8, 15, 30 jours, mettons. Et c'est à compter de cette lettre-là que commencent à courir les intérêts. Sauf que l'intérêt légal, quand il concerne des sociétés, il est très bas. Pour être même très précis, si tu veux, tu as un intérêt légal qui est propre aux personnes physiques et tu as un intérêt légal qui est propre aux personnes morales. Et celui pour les personnes morales, il est généralement très bas, tu vois, c'est autour de zéro et des brouettes. Donc ça n'a pas beaucoup d'impact sur le montant de ta créance, sauf si ta créance elle est d'1 million. Et voilà, c'est assez rare. Alors que si tu prévois à l'avance dans ton contrat, dans tes CGV ou même dans ton devis tout bonnement, une sanction qui serait un taux majoré contractuel, souvent ce qui se pratique c'est ce qu'on appelle une majoration avec le taux Euribor. Le taux Euribor c'est des taux, taux bancaires de la BCE où en gros on va te dire que tu vas appliquer un taux de 1 ou 2% plus 10%. Donc en fin de compte tu vas pouvoir quand même, c'est pas anodin, sur une facture de 20 000 euros, demander une majoration de 12%. Et ça par mois de retard. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas du tout des choses qu'il faut négliger. Ok. C'est pas mal de le caler. Ouais, CGV. La mise en demeure. Ouais. Moi, je peux la faire. Tu peux la faire. Tu peux la faire. Tu peux la faire. Alors souvent, c'est vrai que quand tu prends un avocat, l'avocat en contentieux en tout cas, il va faire un petit peu, pas un package, mais en tout cas, il va trouver ça, comment dire, un peu dommage de ne faire que l'assignation et la partie vraiment judiciaire et pas la mise en demeure. Donc ce que je conseille, c'est quand toi tu as pas encore d'avocat, c'est d'en faire une, mais assez sommaire, pas s'embêter à rappeler avec une longue litanie d'arguments en quoi tu dois être payé. Si par exemple tu es prestataire, je dis bien. Oui. Mais juste faire la mise en demeure en disant voilà, j'ai fait le travail que je devais faire, mais CGV rappelle qu'il faut que je sois payé dans les 6 jours. C'est pas le cas, payez-moi. Mais pas plus. Parce que ça, c'est un conseil vraiment que je donne et qui, je pense le plus important d'aujourd'hui, c'est de pas s'octroyer ou se prendre la parade d'un avocat soi-même. C'est-à-dire, même si on a un bon service juridique, souvent le travail est tellement pour toi un petit peu sensible que tu mets un peu trop de cœur en tant que prestataire. Tu vas te dire, c'est ma boîte, mon travail est bien fait. Surtout quand on parle de prestations informatiques, dématérialisées ou intellectuelles. Tu vois, tous ces trucs-là, comme tu fais toi, marketing par exemple, c'est des choses que tu considères souvent comme étant un peu ton bébé et tu veux le faire bien. Et quand tu le fais bien, tu peux être un petit peu vexé quand on dit que tu le fais mal. Et Oui. donc, tu vas avoir tendance à vouloir expliquer pourquoi c'est bien fait. Ça, c'est un peu un écueil à éviter. Il faut vraiment être sommaire, c'est-à-dire, je vais te payer à telle date, je te laisse 5 jours pour le faire. C'est seulement après ça que je conseille en tout cas d'avoir un avocat pour cette fois-ci soit faire une mise en demeure qui est un peu plus fournie, avec cette fois-ci argument juridique à l'appui, une étude des documents, vraiment pour montrer en quoi la prestation est bien faite. Mais tu as raison, parfois ça suffit effectivement d'envoyer une lettre avec tout ça juridique ou toi-même directement pour être payé. Sachant que, désolé, je finis Ah non, là-dessus, vas-y, vas-y. c'est ultra important, sachant que le droit, depuis maintenant alors, 10 ans, 15 ans, mais un peu plus, et surtout le droit en termes de contentieux judiciaire, fait prévaloir, ou tente de faire prévaloir, l'aspect collaboratif, médiation et accord entre les parties avant d'arriver en justice. Ça, c'est une chose qui au départ était demandée, qui était même encouragée, mais qui depuis maintenant 2016, 2017, je ne dis pas de bêtises, est presque un motif de sanction d'une assignation. En gros, là, je veux en venir, c'est que maintenant, on demande vraiment à ce qu'au préalable à une assignation, c'est-à-dire l'acte qui va saisir le juge, on ait une preuve d'avoir avec ton partenaire ou avec ton client tenté d'avoir une solution amiable. Si ce n'est pas le cas, alors tu as des cas dans lesquels, par exemple, quand ta demande elle est inférieure à 5 000 euros, donc c'est une petite somme, on peut carrément considérer que ton assignation est irrecevable, c'est-à-dire faudra en refaire une tant que tu n'as pas tenté, avec un médiateur ou avec des procédures qui sont mises en place pour ça, de trouver un accord amiable. Alors le problème, c'est que moi, ces choses-là, je les trouve assez louables, mais elles sont quasiment jamais infructueuses. J'ai une expérience qui est la mienne, hein. J'ai 4 ans de bar, mais le fait est que il est quasiment impossible, en tout cas d'expérience, de voir des contentieux qui se résolvent grâce à un médiateur mandaté pendant la procédure, parce que tu peux aussi avoir ça parfois pendant la procédure, ou avant. Généralement, quand tu prends un avocat et tu es déjà en phase avec un avocat, tu as déjà mis de l'argent là-dedans, tu n'as pas forcément envie Oui. de trouver une solution amiable pour 5 000 euros.
Donc, oui, tu te dis, allez, maintenant on va jusqu'au bout. Quoi. Exactement. Et généralement, le travail de médiation, en vérité, c'est là où je prêche un peu pour ma paroisse, c'est qu'il est bien fait entre avocats. C'est-à-dire les avocats, grâce au sceau de la confidentialité, ils peuvent entre eux discuter, c'est-à-dire en fin de compte faire presque preuve de... Enfin, en tout cas pour son client, montrer que son client a peut-être tort, mais vu que c'est une discussion qui est confidentielle, ça ne pourra pas apparaître devant le juge. Donc tu pourras en fin de compte lâcher toutes tes billes d'un coup en disant voilà, je sais que mon client a tort, mais en revanche, nous on est d'accord pour payer 20 000 euros. Et ça, c'est un truc que ne pourra pas utiliser ton confrère adverse ou le client en face. C'est vraiment ça important pour nous en termes de négociation, que ce soit pendant le procès ou même avant, parce que l'avantage aussi, c'est que tu peux discuter jusqu'à la fin. Et parfois, c'est aussi un peu le cas. Tu vas avoir un accord amiable qui va arriver 3 jours avant la décision de justice. Et donc, ton juge hésite depuis 3 ans et tu vas trouver un accord sur le fil. Donc, c'est ça qui est assez marrant dans ce domaine-là. Ok. Ça m'a fait apparaître pas mal de questions. Ouais, mais je t'en prie. je vais après, essayer... je facture après. Hein. Je mets une note d'honoraire si ça ne dérange pas. Je mets Bulldozer ou Rose. Pas de souci, pas de souci. En fait, moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est... Je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, à savoir le côté émotionnel des choses. Tu n'as pas employé ce terme-là, mais c'est clairement ce terme, en Absolument, fait. C'est on perd la raison. Tu sais, quand tu disais c'est mon bébé, je comprends pas, on veut pas me payer, etc. On commence à rentrer dans le domaine de l'émotionnel. Et quand on rentre dans le domaine de l'émotionnel, le cerveau, il se débranche complètement. Et en fait, on est capable de faire des erreurs, mais terribles d'un point de vue juridique, à cause de ça, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, absolument. Et donc, toi, en fait, donc, ce que tu dis, c'est, dans ce genre de situation, ce que tu conseilles, c'est vraiment de faire en sorte d'arrêter, de couper court à la conversation et de ne pas commencer à s'embarquer dans des choses sans fin. Alors, je ne te dis pas non plus de couper court à la conversation. C'est, encore une fois, on en revient à ça, tu parles d'émotion, il y a aussi une côté vraiment charge mentale, quoi. C'est vrai que pendant que tu fais un travail où tu mets parfois des heures entières à travailler dessus, ou même selon toi, tu as même fait aussi un petit peu la coupe, surtout le budget par rapport à ce que tu as fourni comme travail, parce que c'est souvent ça, même en tant qu'avocat ou en tant que toi, Bulldozer, parfois tu factures 10 heures, mais en vérité, on t'en fournit 15. Oui. Donc avoir fourni 15 et derrière qu'on dise que c'est mal fait, c'est assez énervant. Et là où je te reprends un peu, c'est que je ne conseille pas de mettre fin à toute discussion, puisqu'en vérité, on va te reprocher, on te dira toujours, regardez, j'ai envoyé 3 lettres recommandées, et à aucun moment il y a une réponse en face. Je dis plutôt que dans les réponses, il faut avoir une réponse qui, à aucun moment, quand tu te relis, laisse à penser, de près ou de loin, que tu peux avoir tort. Quitte un peu à se mentir aussi, je dis bien, mais l'idée c'est vraiment je suis le meilleur, mon travail est le meilleur et à aucun moment j'ai fait mon travail comme un cochon. Après, ça sera à l'autre de le prouver. Mais l'avantage aussi, c'est que, pas l'avantage, mais la particularité de ce que tu fais toi par exemple avec Bulldozer, c'est que tu fais un travail qui est intellectuel avant d'être un travail matériel. Tu vois, tu repars pas les murs, je parlais de peinture, c'est un peu ça, quoi. Donc c'est une matière tellement dure à appréhender qu'elle a le privilège d'être ce qu'on appelle une obligation de moyens. Et ça, c'est vraiment, je n'ai pas encore parlé de ça pour l'instant, mais c'est vraiment une chose essentielle à comprendre, puis à différencier entre obligation de moyens et de résultats. C'est-à-dire, est-ce qu'on va demander que le mur soit repeint tel jour en telle couleur, ou est-ce qu'on va demander à ce que la prestation marketing soit à telle échelle, sur tel réseau, mais on ne sait pas encore, évidemment, quelle sera l'influence ou la conversion permise par le travail de marketing ou de pub. Tu vois, le bon exemple, c'est la pub aussi, c'est pareil, tu vois. Est-ce qu'une pub Chanel va permettre d'avoir 10 millions de ventes de produits Chanel ? Ça serait en fin de compte mettre en place une obligation de résultat. Ce qui paraît en fin de compte aberrant, vous êtes d'accord avec moi ? Ah mais moi je suis forcément d'accord avec toi. T'imagines, on demande vraiment, je veux un prestataire marketing, je veux absolument que grâce à lui, mon chiffre d'affaires prenne 10 millions en un an. C'est un truc qui est... ça pourrait, tu peux être un peu crétin et mettre en place ça, mais ça serait une balle dans le pied. Mais voilà. Et donc ça, je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment que les gens imprègnent, c'est à partir du moment où tu dois défendre de ton côté une obligation de moyens, prends pas le risque quand tu vas répondre à ton client, à ton prestataire, prends pas le risque de trop développer dans ta réponse. Remets-toi à chaque fois sur ce que disaient tes CGV, si tu as des CGV ou un devis. Si ton devis dit je dois faire ça sur telle plateforme, et bah tu t'y tiens, mais pas trop d'affect, même si souvent c'est tentant, ou alors fais-le au téléphone. Oui, au téléphone. Voilà. Petite question d'ailleurs sur le téléphone. Est-ce que tu as le droit d'enregistrer une conversation téléphonique ? Non, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit, sauf si tu préviens à l'avance. Et qu'il y a l'accord de la personne. Exactement, comme les boîtes, quand tu appelles ta banque, ils te disent que tu vas être enregistré, mais autrement, non, c'est interdit. Oui, prévenez-nous si jamais vous ne souhaitez pas être enregistré. Exactement. Ok.
Très bien. Et donc, par rapport à ces histoires d'obligations de moyens, etc., et de devis, et de l'importance de l'écrit, est-ce que moi, en tant que prestataire, je dois avoir une hygiène, j'ai envie de dire même, euh, assez importante d'un point de vue marquer à l'écrit les étapes clés de mon devis, de mon contrat, de mes CGV. Donc je sais pas, par exemple, s'il doit y avoir des livrables, si la mission c'est 5 étapes de livrables, il faut absolument passer par des phases écrites pour montrer que, ok, il y a eu le premier livrable, le deuxième, le troisième, pour que derrière tu sois en mesure de prouver le fait qu'il y a eu chacune de ces Alors, étapes. ça, c'est un peu une question piège, parce qu'en fait, ça dépendra toujours de la situation. Souvent, ça peut te desservir d'avoir justement un écrit, puisque tu pourras du coup matériellement, comment dire, démontrer que, comme tu disais à l'instant, il y avait 5 étapes à respecter, tu l'as fait. Mais inversement, ça peut être aussi un peu embêtant, puisque demain, si tu as un truc qui est trop contractualisé et que tu as manqué une étape, en oubliant de dire que cette étape-là, elle est simplement conditionnelle ou qu'elle est simplement un petit peu superficielle, si tu le dis pas comme ça, on pourra toujours te reprocher en te disant bah non, moi j'avais 5 étapes certes, mais dans les étapes, il y en avait vraiment à l'intérieur une chose qui n'avait pas été faite. Par exemple, un truc tout bête, parce que j'aime être précis. Si demain tu fais une prestation de marketing où tu dis noir sur blanc, je publierai des publicités sur Google, Facebook et LinkedIn, et tu en oublies un sur trois, et ben, si c'est pas indiqué comme étant un petit peu une possibilité et pas une obligation, on peut te le reprocher. Alors pas au point de pas payer la prestation en entière, mais au point de peut-être devant un juge. Au point d'aller au juge, voilà, déjà. d'aller au juge et d'être un peu embêté. Donc il faut toujours faire attention. Ce qui est quand même, moi, ce que je recommande un petit peu, c'est de différencier en tout cas ce qui relève des CGV ou CGU par exemple, de ce qui pourrait relever un petit peu d'une brochure, on va dire. Ce qui est pas mal, c'est d'utiliser un peu une brochure, la brochure qui n'est pas contractuelle, mais qui est une sorte de publicité qu'il faut évidemment pas non plus comment dire, rendre imaginaire ou beaucoup trop excessive, folklorique, mais par exemple avoir sur LinkedIn ou sur ton site internet en disant on travaille un peu comme ça et quand on fait une prestation marketing, on a l'habitude de publier nos publicités pour nos clients sur tel média. Comme ça, au moins, il peut se référer à ça sans pour autant te dire tu as oublié de le faire alors que c'était contractuel, puisque ça ne l'est pas, en l'occurrence. Oui, mais là, tu vois, dans ton cas, tu donnes des exemples. Tu Ouais. précises des exemples de choses. Et donc, effectivement, quand on est plus dans le cadre de la possibilité que de l'obligation, il vaut mieux jouer le coup de, par exemple, etc. C'est toujours pareil, en fait. C'est pour toi aussi. C'est que alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as un contrat, par exemple, de prestation comme le tien, on appelle ça généralement un contrat d'adhésion. Toujours pareil, hein, le mot insuffle un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ton client, si c'est une position économiquement faible ou un petit client, il va en fin de compte juste adhérer à ton contrat. Donc il ne va pas vraiment avoir son mot à dire sur ce que tu vas rédiger dedans. Donc pour toi, l'avantage que tu as, c'est que tu vas pouvoir simplement, en fin de compte, mettre en place ton contrat, mettre ce que tu veux dedans, sans vouloir pour autant porter préjudice à ton client, évidemment, mais avoir ton contrat et lui dire de signer en bas à gauche. Et grâce à ça, on va dire, vulgairement, c'est un peu un conseil, mais c'est la vérité, grâce à ça, tu peux limiter la casse en restant, on va dire, un petit peu général sur ce qui te contraint toi, et en pensant plutôt à toi qu'à ton client. Ça, même si ton client n'est pas idiot, évidemment, et quand il va voir son devis et ses conditions générales, s'il voit qu'en cas d'insuccès de l'opération, il doit quand même payer alors que tu n'as rien fait, il va quand même se poser une question. Mais en vérité, quand tu fais tes CGV, tu peux un petit peu t'avantager. Parce qu'en vérité, en droit commercial, tu as ce qu'on appelle certaines clauses qui sont interdites. Ce qu'on appelle si tu veux, les clauses noires, ce sont des clauses qui, dans un rapport économique entre sociétés, même si tu es censé être libre contractuellement, tu n'as pas à les mettre dans un contrat. Donc ça, c'est des choses qui sont sanctionnées. Mais à part ça, tu es t'es plutôt libre dans ta rédaction. Donc quand tu l'es et qu'en plus, tu es toi le prestataire face à un client qui n'a pas vraiment son mot à dire, à part un peu sur le prix et un peu sur le délai d'exécution, pense plutôt à ton intérêt à toi qu'à celui de ton client. Donc mets plus d'obligations pour ton client que pour toi. Exemple tout bête, ce que moi je recommande généralement, c'est dans un contrat de CGV, indiquer généralement pour le client qu'il est astreint à une obligation de collaboration. C'est-à-dire que en plus, là où c'est important, c'est que quand tu fais du marketing, c'est un peu ça, publicité, marketing, ces matières-là, où justement on peut te reprocher que la pub est mal faite ou que la cible n'est pas touchée. Tu pourras dire, oui, mais moi, cher ami, j'ai mis en place des discussions avec toi pour savoir tes besoins, tu n'as jamais répondu, et partant de ça, je vais avoir du mal à cibler ton besoin, et ça explique pourquoi ma prestation est moins bien exécutée, en tout cas à tes yeux.
Donc c'est vraiment aussi impliquer, parce que c'est toujours ça l'idée d'un contrat, hein, c'est vraiment impliquer ton client et pas simplement le cantonner à un rôle de bon payeur qui attend Bien que sûr. ça soit bien fait. Ok. Euh, Tu vois, donc, le devis, on est d'accord que c'est un contrat? Ouais, absolument, à partir du moment où il est signé. Oui, à partir du moment où il est Tu signé. peux prouver qu'il a eu un bon pour accord parce que souvent on pense que la signature c'est un truc absolument rédhibitoire. Mais on sait très bien que tu peux signer maintenant électroniquement ou tu peux très bien aussi avoir un bon pour accord dans une pièce jointe d'un mail dans lequel il y a le devis. Donc tu pourras toujours prouver ça devant un juge. L'email a une valeur juridique importante. Ouais, normalement c'est mieux quand même de signer le document, mais encore une fois, si je te dis l'exemple tout bête, envoie un devis qui n'est pas signé par ton client, mais le client sur le mail avec la pièce jointe a écrit bon pour accord sur le devis, numéro machin. À aucun moment, enfin je suis pas juge, hein, mais c'est très rare, moi ça m'est jamais arrivé qu'un juge dise non, ça n'a pas de valeur juridique, même s'il n'est pas signé. Et donc, tu vois, tu prenais l'exemple de la signature électronique. Tu vois, j'ouvre mon application aperçue sur le Mac. Mhm. Je mets la photo de ma signature. Je crois que juridiquement, ça n'a pas trop de valeur, ce truc-là. Je mets la photo de ma signature, j'enregistre, mais j'envoie en pièce jointe. Je réponds à mon prestataire et je lui dis, tiens, mon devis est signé en pièce jointe. Et puis, il y a la photo de mon truc. Ça, par contre, juridiquement, ça a Ouais, une valeur. ouais, c'est une valeur presque absolue. Alors après, tu pourras toujours, faut toujours penser à mal, on va dire, mais tu pourras toujours imaginer le cas dans lequel, par exemple, ton client te dit, moi, la boîte mail, on me l'a piratée. Et la signature, comme vous pouvez le voir, c'est pas une signature native, mais c'est une signature qui a été photocopiée. Voilà. Ok. En fait, c'est le problème aussi ça, c'est que moins tu es vigilant, plus il est facile d'imaginer des moyens de reprocher un manque de vigilance à ton prestataire. Donc en fin de compte, il faut vraiment travailler de manière très encadrée dès le départ pour s'éviter ça. Même si encore une fois, un simple email avec un bon pour accord suffit. Dans le cas où je bosse avec une boîte qui est en création Ouais. et en fait, clairement, ils n'ont pas d'argent pour me payer. Tu vois, il n'y a pas d'argent, c'est vraiment une boîte niveau zéro ou c'est une boîte qui est en train de couler, ils ont plein de dettes, etc. etc. Moi, en tant que prestataire, parce que tu parles de vigilance, Mhm. est-ce que j'ai une obligation de vigilance vis-à-vis de ces sujets-là, à savoir, bah en fait, bah oui, mais tu t'attendais à quoi? Tu bosses avec une boîte qui est en train de claquer. Ouais, mais c'est compliqué ça, comment tu es censé le savoir ça, à part avoir. Parce que c'est effectivement, parfois il y a des boîtes pour lesquelles tu as une obligation de publication des comptes annuels, donc tu pourrais très bien avoir un petit peu un regard sur ces résultats de l'année précédente. Mais de là à savoir quelle est la santé financière d'une société, à moins que ça soit mais un public très connu, c'est délicat. Et au-delà de ça, même si c'est connu, t'es pas en tort du tout. À aucun moment on demande de toi d'avoir une obligation de vigilance par rapport au fait de Ok. savoir s'il peut payer ou pas. Et donc, si jamais effectivement la société n'a pas d'argent pour me payer, moi je vais au tribunal, etc., etc., je peux quand même récupérer quelque chose? Alors tu pourras récupérer quelque chose. Alors ça c'est un sujet assez intéressant, mais c'est un peu pas long, mais en tout cas un peu compliqué. Si tu veux, lorsque tu considères que tu as une créance qui est exigible et certaine face à un prestataire ou un client, le plus simple, c'est d'aller la réclamer en justice. Donc tu vas saisir un juge, le défendeur, donc la partie qui doit de l'argent, vient ou ne vient pas. Ça, c'est malheureusement, généralement, quand les gens ont plus d'argent, ils viennent plus. C'est-à-dire que ça, c'est un peu d'ailleurs un peu un indice en justice. Ouais. S'ils n'ont pas d'avocats ou qui viennent même pas eux-mêmes personnellement pour essayer un peu de se défendre, c'est déjà que tu sais que la boîte va mal, vraiment mal. Et ce qu'il faut faire, c'est évidemment actualiser le cabis pour savoir si la boîte, le jour où tu vas plaider ton dossier, elle n'est pas déjà en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Donc ça, c'est un truc sur lequel il faut vraiment être vigilant. Dans l'hypothèse où la boîte, elle a encore un peu d'argent, tu as du coup, grâce au tribunal de commerce, une décision qui a été rendue avec une créance qui est prouvée par un juge. Tu vas faire exécuter la décision et là, on te dit en revanche, bah, désolé, j'ai plus d'argent. Donc, ce que tu vas faire, tu as plein de moyens. C'est une matière qui est vachement presque autonome, qu'on appelle les procédures collectives et les saisies exécutoires. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer, par le biais des huissiers et au travers des banques, de savoir s'il y a des comptes sur lesquels, des comptes déclarés ou des comptes parfois un peu plus, tu vois, des comptes bancaires par exemple en ligne, s'il y a de l'argent sur ces comptes-là. Donc, tu vas faire ce qu'on appelle un procès verbal de saisie-attribution. Le mot l'indique un petit peu bien. Tu vas en fin de compte demander à un huissier d'aller voir la banque, de demander à la banque combien il y a d'argent sur son compte et de bloquer l'argent, de le geler pendant plusieurs jours et ensuite de te l'attribuer, comme le mot l'indique, saisie-attribution, pour être payé. Hypothèse négative de chez négative, c'est quand il n'y a plus d'argent du tout. Donc là, effectivement, tu as un titre exécutoire, qui est la décision de justice. Tu as fait une saisie-attribution, il n'y a pas d'argent.
tu as essayé de faire ce qu'on appelle une saisie-vente. La saisie-vente, c'est dans le cas où, par exemple, là, tu as des locaux, tu vas essayer de récupérer des biens, meubles des locaux qui garnissent le siège social pour les revendre. En fin de compte, il n'y a rien dans le siège social. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, et là, c'est la dernière étape qui est généralement la plus longue et la plus pénible, c'est de ressaisir encore une fois un juge. Cette fois, non pas pour demander une décision de justice, mais pour obtenir ce qu'on appelle l'ouverture d'une procédure collective, qu'elle soit de sauvegarde, soit généralement de redressement judiciaire, soit de liquidation. Et donc, généralement, la phase un petit peu noire de ce tableau-là, c'est quand on est vraiment en liquidation judiciaire, c'est-à-dire que depuis le départ, la boîte n'a plus d'argent, ça, elle ne le disait pas, mais elle n'a plus d'argent, et donc, on va se partager un petit peu les restes, s'il reste, il y a. Donc là le problème, c'est qu'il faut vraiment que tu sois considéré comme un créancier, on va dire, pas unique, mais dans un monde idéal, tu es le seul créancier. C'est-à-dire que tu es le seul prestataire qui n'a pas été payé et tu es le seul à avoir une créance qui est prouvée par un titre. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Tu as le gars qui a une boîte, excuse-moi, avec 10 créances différentes, des créances d'employés, des créances d'URSSAF, des créances de tous les styles. Et le problème, c'est que souvent, il y a des créances qui sont qu'on appelle privilégiées. Oui, Donc, l'URSSAF. l'URSSAF, exactement. Donc, quand tu es simple, du mot simple, mais simple créancier pour avoir fait une prestation de marketing, par exemple, T'es pas prioritaire. peu de chance, voilà. T'as peu de chance. Sauf si, par exemple, il y a au départ un capital social qui est important, ou sauf si derrière, il y a une holding. Et dans ce cas-là, tu peux espérer que grâce à la holding, même si la boîte qui reste a un petit peu, comment dire, un pot de chagrin, quoi, il y a lettre morte, il n'y a rien dedans, tu peux t'attaquer à la holding si par exemple la holding a signé les documents type facture, type CGV, en disant c'est elle qui est engagée, et moi je voudrais du coup être payé par elle. Ça, c'est un peu l'alternative. Mais voilà, quand tu es déjà à ce stade-là de procédure, Ça c'est sent pas bon. un peu embêtant, ouais. Sauf s'ils ont des beaux locaux et qu'ils ont du car à vendre dedans, mais c'est un peu embêtant, ouais. Ouais, ok. On inverse. Là, on a parlé de moi, je suis prestataire et comment je me protège vis-à-vis de mes clients. Je fais la situation inverse. Je suis client. Et vis-à-vis de mes prestataires, c'est quoi les éléments sur lesquels il faut que je sois vigilant? Pour moi, tu vois, le truc un peu classique, et c'est un des premiers éléments, une des premières questions qu'on s'est posées dans le cadre de Bulldozer, vu qu'on travaille majoritairement avec des freelances, c'est le côté requalification en contrat de travail des freelances. Mais voilà, donc ça j'imagine que c'est un élément sur lequel il faut être vigilant. Mais il y a quoi aussi comme autre élément de vigilance? Tu vois, par exemple, quand je faisais mes études, alors j'ai pas fait une école de commerce ou des trucs comme ça, mais j'avais eu des cours de droit. Et pour moi, j'ai le souvenir qu'il y avait un sujet sur le fait que, par exemple, si ton prestataire, il n'a pas fait ses déclarations URSSAF ou s'il n'a pas payé ses impôts et que tu as une obligation de vigilance vis-à-vis de ça, ou c'est quoi ces éléments-là? Alors justement, en fait, encore une fois, c'est toujours la même dynamique, hein. C'est toujours l'idée de se protéger à l'avance grâce au contrat. Effectivement, on peut reprocher, par exemple, lorsque tu vas rédiger un contrat, de ne pas avoir inclus, du coup il faut absolument y penser, de ne pas avoir inclus des clauses au terme desquelles tu t'assures que c'est de ton prestataire qu'il revient de procéder à tout ce qui est déclaration d'employé. Donc, par exemple, alors on va essayer de prendre un exemple un peu parlant, mais tu fais appel à une boîte qui travaille justement avec des freelances, toi-même tu as une société qui est une entité juridique à part, et ces freelances ne sont pas en accord avec leur propre déclaration sociale. Et ben, si tu le sais et que tu ne l'alertes pas l'URSSAF sur ce sujet-là, on peut te le reprocher. Donc l'intérêt qu'il y a à faire un bon contrat dès le départ, en tout cas des bonnes CGV, c'est de mettre en place dès le départ une clause, c'est une clause très rapide à rédiger, qui dit deux choses, qui dit effectivement les freelances que moi je vais prendre pendant, genre mettons 6 mois pour une mission, restent de la responsabilité de la boîte qui les embauche. Et ensuite, en lien avec ça, évidemment, tout ce qui est déclaration sociale reste également de leur propre ressort. Comme ça, moi, même si ça avait été dans les faits, je parle bien dans les faits, il est assez rare qu'on reproche aux clients qui mandatent une boîte qui elle-même en boîte des freelances de ne pas avoir respecté en tout cas de ne pas avoir un regard sur comment déclarer leur côté social. Le fait est qu'en fin de compte, c'est rare qu'on reproche ça aux clients, si tu veux. Donc, mais c'est un moyen d'un petit peu de se protéger dès le départ. Et on en revient aussi à ça. Ça, c'est un sujet qui effraie beaucoup d'entrepreneurs. C'est la question, lorsque tu embauches des freelances, de savoir est-ce que j'ai un contrat qui s'apparente à un contrat de freelance ou à un contrat de travail. Alors, le problème, c'est que là, c'est là où le contrat a un peu ses limites. Je m'explique. En gros, quand tu as un contrat qui justement veut un petit peu protéger dès le départ la société, elle va mettre en place ce qu'on appelle une clause qui va démontrer qu'il n'y a pas de lien de subordination entre l'employé. Pardon. Du coup,
tu vois, je fais un lapsus, entre le freelance, excuse-moi, et la boîte qui l'embauche. Le problème, c'est que cette clause-là, elle n'a pas grande valeur si dans les faits, l'employé, tu vois, j'en reviens toujours à l'employé, mais on va y venir, si le freelance arrive à démontrer que dans les faits, il avait une relation de travail avec cette société qui l'embauche. Parce que, en gros, on va considérer qu'il y a tellement de moyens pour une société qui a un pouvoir financier, un pouvoir juridique, de maquiller dans les faits une relation de travail par un contrat, justement, ou par les subterfuges de factuels, qu'il est important de pouvoir toujours requalifier ce qui est au départ une clause de non-subordination en contrat de travail. Parce que en vérité, je pense que peut-être que tu as peut-être eu ça, toi, en tant que freelance, quand tu débutais, j'imagine, sans t'en rendre compte, tu as fait en fin de compte un travail qui était contrôlé tous les jours, peut-être, qui supposait ta présence au bureau à une heure précise et avec un pouvoir de direction et de sanction de ton client. Parce que toi, normalement, tu es censé pouvoir avoir une liberté de création, même si au départ, on t'embauche pour avoir un type de travail effectif, mais tu es censé, en tant que freelance, pouvoir travailler à distance, pouvoir travailler un petit peu quand tu veux, tant que le projet est rendu dans les temps. On va dire que c'est ça, en gros, l'idée. C'est que ce qui innerve une relation freelance et une relation de société qui embauche le freelance, c'est juste, est-ce que ma mission de pub a été faite dans les temps et avec un peu les codes que j'avais au départ mis, c'est-à-dire un code avec je veux tel mannequin pour ma pub, je veux machin. Donc là, on est sur une relation qui est saine et qui est celle d'un freelance. En revanche, ça ne sera pas le cas. Je reviens à des exemples très précis, mais c'est vraiment ça que va regarder un juge. C'est vraiment, est-ce qu'on lui demandait d'être au bureau tous les jours? Est-ce qu'on lui demandait, est-ce qu'on l'engueulait lorsqu'il n'était pas au bureau? Est-ce qu'il avait des mails à des heures un petit peu intempestives? En tout cas, tout ce qui s'apparente à une relation de travail. Donc, encore une fois, je finis là-dessus. C'est là où le contrat a ses limites, c'est que même si tu prévois à l'avance de faire une clause qui exclut la relation de travail entre freelance et société cliente, le fait est que le juge pourra toujours requalifier, c'est son pouvoir en tout cas, la clause pour dire qu'on rentre en travail. Et la conséquence de la conséquence, c'est que tu vas devoir du coup, en fin de compte, requalifier toute cette relation en travail et payer des indemnités qui sont celles d'un salarié. Ça, c'est vraiment la hantise des sociétés clientes qui embauchent des freelances, même si, alors là c'est un contre-exemple, mais en tout cas c'est une faveur que fait la loi depuis quelques temps, depuis la loi Macron, j'aime bien être un peu précis, mais depuis 2015, qui te dit en gros qu'il y a des plafonds. Il y a des plafonds devant un tribunal judiciaire que le tribunal doit respecter, désolé, je dis une bêtise, devant le Conseil des prud'hommes, excuse-moi, que doit respecter le conseil et qui te dit qu'en fonction de l'ancienneté d'un employé, tu as un plafond d'indemnisation. D'accord. Avant, si tu veux, c'était un petit peu l'aubaine. C'est-à-dire que les gens qui se sentaient victimes de harcèlement au travail ou par exemple, d'un freelance qui veut être qualifié en contrat de travail, même s'il avait bossé que 2 ans, il pouvait avoir un vrai pouvoir de menace par rapport à la boîte en lui disant « moi, j'ai été ça, harcelé au travail, harcelé ». Et la peur que ça engendrait, puisqu'il n'y avait pas de plafond sur les demandes indemnitaires, pouvait justifier un accord fait rapidement, alors que les torts de l'employé ou du freelance ne sont pas vraiment prouvés. D'accord. Maintenant, ces seuils-là font, tu vois, une sorte d'équilibre où ça évite. Ça me fait penser à donc avant d'être dans l'entrepreneuriat, le milieu startup, le marketing, etc. J'étais acheteur chez Valeo. Je sais pas si tu vois, Non, du tout. boîte du CAC 40, Okay. équipementier automobile. Ok. Et donc, c'est une boîte qui a des milliers et des milliers de salariés. Donc, moi, j'étais acheteur. Et en fait, dans ce genre d'entreprise, tu peux avoir des prestataires externes qui travaillent à temps plein dans tes bureaux, etc. Et le truc qui m'avait marqué, c'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment retenu, c'est que tous les prestataires externes, ils avaient par exemple un badge spécifique pour rentrer dans le bâtiment. Leur adresse email était sur un format spécifique. Et il y avait vraiment des spécificités qui permettait de montrer que non mais eux regardez, ils sont dans une situation différente des autres salariés, ils n'ont pas le même badge, ils n'ont pas le même machin, etc. Et que c'était vraiment des éléments qui permettaient de se protéger justement de ce genre de situation. Donc je me souviens de ça et du coup ça fait complètement écho à ce que tu étais en train de dire. Alors ça, tu as raison, c'est intéressant de le souligner, c'est un peu des petits tips qui sont mis en place, mais en vrai c'est comment dire, c'est assez léger. Parce qu'encore une fois, t'as beau effectivement mettre un code couleur de tenue ou alors un badge avec une typo un peu différente, le fait est que si si tu te fais engueuler, voilà, exactement, on en revient à ça. Donc c'est là où effectivement c'est le manager, quand il a des reproches à faire, il faut qu'il s'adresse au manager du prestataire, mais dans la boîte de prestations. Si, il y a un manager, mais si on prend l'idée d'un vrai freelance, en principe, il n'a pas de manager. Tu vois, et sa mission, elle est censée. Voilà, en fait, dans un monde comme le tien, il faut vraiment, en principe, pour la société cliente, si elle est déçue de la prestation, le faire savoir à la fin et pas rembaucher le freelance, mais vraiment éviter
surtout si la prestation elle est longue. Tu vois, si ça dure 3 semaines, même si tu l'as un petit peu vilipendé ou reproché de ne pas avoir fait suffisamment de zèle sur son travail, 3 semaines c'est assez court. En revanche, une mission de conseil par exemple qui dure 2 ans, c'est donc un temps long. Il faut faire attention effectivement à ce que fait la société cliente. Et donc, si t'es pas satisfait de la prestation, tu fais quoi? Ah bah, le problème, c'est que là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans ce cas-là, tu vas en justice ou alors tu mets en demeure comment dire, tu payes pas. Oui, mais pendant la prestation? Ah non, alors ça, encore une fois, ça dépend comment tu as fait ton contrat, mais si le contrat suppose un paiement mensuel, Ouais. tu peux commencer à interrompre les paiements quand tu considères que le travail est mal fait, quitte à prendre un peu un risque. En vérité, tu as deux types de contrats, enfin deux types. Tu as deux types de contrats en termes de temporalité, en termes de durée. Tout bonnement, un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Je parle pas de CDI ou CDD, je parle vraiment Oui, de bien sûr, bien sûr. contrat classique, prestation de service. Et l'idée, c'est que quand tu as un contrat à durée déterminée, donc on prend l'exemple de 2 ans, tu as juridiquement, alors soit par la loi, soit par le contrat, une faculté de mettre fin au contrat selon ce que tu as prévu à l'avance. Par exemple, si tu as prévu dans le contrat de pouvoir le rompre pour une faute grave, avec des cas très précis, par exemple, si, je ne sais pas, le freelance dans la boîte harcèle une employée, voilà, je donne des exemples parce que pourquoi je pense plus tard au harcèlement, mais c'est un bon exemple. Tu peux mettre fin au contrat. Quand tu as un contrat à durée indéterminée, en revanche, tu peux mettre fin au contrat quand tu veux. Oui. C'est une règle immuable Oui. parce qu'on considère que tu n'as pas été engagé de Ça manière semble logique. Ouais. éternelle. Maintenant, ce qui est très important, et ça vraiment, faut que tu le saisisses et que tout le monde le saisisse, c'est par exemple quand tu as un contrat à durée indéterminée qui dure depuis très longtemps. Donc, tu as une relation entre toi, qui est un fournisseur d'un produit, et ton client qui le distribue. Eh bien, si par exemple la relation dure depuis maintenant, on va dire, je sais pas, 10 ou 15 ans, et que grâce à cette relation-là, le fournisseur génère un chiffre d'affaires conséquent, voire quasiment substantiel par rapport à son chiffre d'affaires global, le fait que son prestataire mette fin au contrat d'un coup, même s'il respecte un préavis par exemple de 1 semaine ou 2 semaines par lettre, on va considérer quand même que, au-delà de ce que dit le contrat, que tu dois absolument prendre en compte un petit peu le temps de rétablissement de la boîte en face. Donc, je vais même être plus précis. Si le contrat te dit, pour mettre fin à un contrat à durée indéterminée, il faut écrire une lettre recommandée ou un mail et attendre 2 mois, souvent ces 2 mois-là, on va devoir ajouter un délai en plus parce qu'on va considérer que la relation était tellement, pour l'autre boîte, on va dire, signe de vitalité, et sans laquelle elle pourrait presque couler, que faut prendre en compte les rapports pour se dire là en fait je pense qu'elle a besoin de plus de 6 mois. Et là c'est un sujet fascinant parce qu'il y a des boîtes qui se foutent dessus et ça génère des contentieux avec des sommes astronomiques parce que demain moi je vais être très précis, mais demain je suis une boîte d'un distributeur et grâce à mon client je me fais 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, ce qui est fréquent dans la distribution par exemple. Eh bien on peut calculer si le prestataire n'a pas respecté un préavis suffisant, eh bien un préjudice devant un juge qui se chiffre justement avec un pourcentage du chiffre d'affaires total. Donc, on prend l'exemple de 10 millions d'euros par exemple, on peut par exemple considérer que le prestataire qui a mis fin au contrat aurait dû respecter un préavis non pas de 2 mois comme dit le contrat, mais de 18 mois. Et donc, si tu rapportes ces 18 mois-là au chiffre d'affaires généré par la société, c'est énorme. Ça fait 15 C'est millions. énorme, c'est super intéressant. Ok. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, bon, il y a effectivement ce sujet. Bon, moi, j'avoue que le sujet contrat à durée indéterminée, je ne l'ai pas en tête parce que nous, on ne fonctionne pas comme ça, tu vois, à côté de Bulldozer. Mais c'est vrai que c'est important. Ok, écoute, j'ai l'impression qu'on a fait le tour d'un peu tous les sujets que je voulais aborder. Est-ce que toi, là, il y a un sujet que tu t'étais dit que ça valait le coup d'aborder, un point d'attention, un truc D'attention en particulier, non. Je pense que justement, tu as réussi un petit peu à éliminer tout ce qui était à aborder en urgence sur ces sujets-là qui sont encore une fois très vastes. On peut parler des heures. Encore une fois, ce que je disais, c'est que l'essentiel, c'est de prendre un avocat ou en tout cas d'avoir au départ un conseil juridique, parce qu'il n'y a pas forcément que les avocats, je dis pas. Mais voilà, en tout cas, avoir une vision éclairée de ce que va être un pacte, de ce que va être les conditions générales de vente, de ce que va être un devis, avant de signer tout bonnement. Donc c'est pas mal d'avoir un peu de recul ou de connaissances. Alors souvent on a de la chance, on a fait des formations juridiques, donc on a un petit peu en tête ça, mais on en revient au pacte de préférence, au pacte d'associés. Tu as tellement de possibilités de clauses que tu peux intégrer que souvent il faut quand même avoir un profil de vrai juriste, voire d'avocat pour comprendre tout ça. Et donc c'est quand même pas mal d'avoir un avocat en contentieux ou en conseil,
d'abord en conseil pour pouvoir un petit peu être éclairé sur le pacte en lui-même, et ensuite en contentieux pour avoir une sorte de double regard, pour savoir ce qui pourrait devenir, en fin de compte, une clause un petit peu nauséabonde, voire dangereuse. D'ailleurs, tu disais le mot danger, c'est un peu ça, voire de blocage. Donc c'est ça sur lequel je pense qu'il faut attirer son Oui. attention. Il n'y a rien de... Voilà, je pense que tu as quand même réussi un petit peu Oui, mais je pense qu'on a à... aussi vu l'intérêt effectivement de faire appel à un conseil. Ouais, non, c'est encore une fois, je suis pas là pour faire du zèle sur mon travail, mais je le vois tellement, tu vois, et je le vois tellement dans les business, dans les problèmes même de contentieux familial, enfin tous ces trucs-là que je fais un peu au quotidien. Les meilleurs amis du monde qui montent la meilleure boîte du monde, derrière se foutent sur la gueule, donc c'est Bien souvent sûr. pour éviter ça qu'il faut avoir dès le départ. Et en plus, j'ai pas beaucoup parlé de ça, mais c'est aussi un moyen de se, comment dire, c'est un peu une décharge, une charge mentale en moins. Oui. Parce que faire appel à un conseil, c'est aussi pas se prendre la tête, c'est-à-dire avoir une sorte d'élément extérieur censé être moins dans le, comment dire, Dans dans l'émotion. l'émotion. Voilà, je chercher dans le mot, tu as employé, c'est l'émotion qui va te dire un peu quoi faire. Et donc toi, quand tu montes une boîte avec un business plan en train de te mettre en place, t'emploies des gens, bah, t'as pas forcément le temps de réfléchir à mettre en place un pacte d'associés avec ses subtilités, quoi. Donc au moins, ce travail-là, il est fait par un conseil juridique ou un avocat ou un quelqu'un d'expérimenté. Et si tu fais confiance, en tout cas, il peut t'aiguiller de manière éclairée. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Je te remercie. pour les personnes qui seraient tentées de, de contacter Maître Ayotte. Ah, Eh ben, je mettrai les coordonnées en description de l'épisode. Merci pour ton temps, merci pour merci à tous tes toi. conseils. Et puis, on se dit à très bientôt tout le monde pour un prochain épisode. Salut! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!